Lecture audio du conte La Vierge des Glaces de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Chapitre 1. Le petit Rudy. Visitons la Suisse. Voyons un peu ce superbe paysage de montagne où les forêts poussent jusqu'en haut des rocs escarpés. Montons sur les champs de neige éblouissantes et redescendons dans les prairies vertes où fleuves et ruisseaux courent en grondant, comme s'ils craignaient de ne pas atteindre assez vite la mer et de n'y pas disparaître à temps. Le soleil brûle dans la profonde vallée. Il brûle aussi là-haut, sur les lourdes masses de neige, en sorte qu'elles se fondent au cours des années, en brillants blocs de glace, et deviennent des avalanches roulantes des glaciers amoncelés. Il y en a deux dans les larges gorges de montagnes situées au pied du Schreckhorn et du Wetterhorn, près de la petite ville de Grindelwald. Ils sont curieux à voir, et c'est pourquoi beaucoup d'étrangers viennent ici en été de tous les pays du monde. Ils viennent par-dessus les hautes montagnes couvertes de neige. Ils viennent d'en bas, des vallées profondes, et doivent monter pendant des heures, et à mesure qu'ils montent, la vallée s'enfonce davantage. Ils la regardent comme de la nacelle d'un ballon. Au-dessus d'eux, les nuages sont souvent accrochés comme d'épais et lourds rideaux de fumée aux cimes des arbres, tandis qu'au-dessous, dans la vallée, où sont disséminées tant de maisons de bois brun, un rayon de soleil luit encore et accuse un espace de splendide verdure qui semble transparent. L'eau gronde, bourdonne et susurre en bas. Elle cascade et chante au-dessus, où elle a l'air d'un ruban qui voltige le long du roc. Des deux côtés du chemin montant sont des maisons en poutre. Chacune a son petit jardin de pommes de terre, qui est bien nécessaire, car il y a beaucoup de bouches dans la maison. Les enfants sont nombreux, et ils mangent bien leur part. De toutes les maisons, ils sortent et grouillent, s'empressent autour des étrangers, qu'ils soient venus à pied ou en voiture. Tout ce troupeau d'enfants fait du commerce. Les petits offrent et vendent des chalets joliment découpés, tels qu'on les voit construits ici dans les montagnes. Par la pluie comme par le soleil, la foule des enfants arrive avec ses marchandises. Il y a 20 et quelques années se trouvait là, de temps à autre, mais toujours un peu à l'écart des autres enfants, un petit garçon qui voulait aussi faire du commerce. Il avait le visage grave, et ses deux mains serrées sur sa caissette de bois, comme s'il eût craint de la lâcher. Et justement, ce sérieux, et la petite main du gamin amenaient les gens à le remarquer, même à l'appeler, et souvent il faisait les meilleures affaires, sans savoir lui-même pourquoi. Plus haut dans la montagne habitait son oncle maternel, qui découpait les jolies maisons si fines, et il avait chez lui une vieille armoire pleine d'objets taillés. C'étaient des casse-noix, des couteaux, des cuillères et des boîtes avec de beaux feuillages et des chamois bondissants. Il y avait là tout ce qui peut réjouir des yeux d'enfant, mais le petit, qu'on appelait Rudy, regardait avec plus de plaisir et d'envie le vieux fusil accroché sous la poutre. Il aurait un jour, avait dit son oncle, mais il devait d'abord devenir assez grand et fort pour s'en servir. Si petit que fût le gamin, il était tout de même chargé de surveiller les chèvres, et si l'habileté à grimper avec elles est la qualité d'un bon gardien, oui, Rudy était un bon gardien. Il grimpait même un peu plus haut. Il aimait prendre des nids d'oiseaux dans le haut des arbres. Il était aventureux et intrépide, mais on ne le voyait sourire que lorsqu'il était près de la cascade mugissante ou quand il entendait rouler une avalanche. Jamais il ne jouait avec d'autres enfants. Il était seulement avec eux lorsque son oncle l'envoyait en bas pour le commerce, et Rudy s'en souciait peu. Il préférait circuler seul dans la montagne et grimper, ou rester chez son oncle, et lui entendre évoquer l'ancien temps et parler des gens de Meiringen, près d'ici, d'où il était. Ces gens n'étaient pas là depuis l'origine du monde, disait-il. Ils étaient immigrés. Ils étaient venus de très haut dans le nord, où habitait leur race, qui s'appelait suédoise. C'était être savant que de savoir cela, et Rudy en était conscient, et son savoir s'accrut par d'autres bonnes relations. Avec les animaux qui habitaient la maison, il y avait un grand chien, Ayola, un héritage provenant du père de Rudy, et un matou. C'est celui-ci qui eut surtout beaucoup d'importance pour Rudy, car il lui avait appris à grimper. « Viens avec moi sur le toit, avait dit le chat, et cela très clairement et intelligemment, car lorsqu'on est enfant et qu'on ne sait pas encore parler, on comprend parfaitement les poules et les canards, les chats et les chiens. Ils nous parlent aussi intelligemment que parlent père et mère. Il suffit d'être tout petit.
Même la canne de grand-père peut alors hennir, devenir cheval, avec tête, jambes et queue. Chez certains enfants, cette compréhension disparaît plus tard que chez d'autres, et l'on dit d'eux qu'ils sont très en retard, qu'ils restent enfants bien longtemps. On dit tant de choses. Viens, petit Rudy, allons sur le toit. Ce fut un des premiers propos du chat que Rudy comprit. On parle de tomber, simple idée qu'on se fait. On ne tombe pas quand on n'a pas peur de tomber. Viens, pose ton peton comme ça, l'autre comme ça. Avance tes pattes de devant. Et les yeux attentifs et les membres souples. S'il y a un trou, saute et tiens-toi solidement, comme je fais. Et Rudy le fit aussi. C'est ainsi qu'il fut souvent sur l'arête du toit avec le chat, s'installa dans la cime de l'arbre avec lui, monta même haut au bord du rocher où le chat ne venait pas. Plus haut, disaient les arbres et les arbustes. Vois-tu comme nous grimpons, comme nous montons haut, comme nous nous tenons solidement, même sur la pointe extrême du rocher? Et Rudy parvenait en haut de la montagne, souvent avant que le soleil y eût atteint, et il se désaltérait avec l'air pur et fortifiant de la montagne, boisson que seul notre Seigneur sait préparer, mais les hommes peuvent en connaître la recette. Parfum pur des herbes de la montagne et de la menthe crépue de la vallée et du thym. Tout ce qui est lourd est absorbé par les nuages, qui le rejettent ensuite sur les forêts de sapins. L'esprit du parfum devient air sain et léger. C'était la boisson matinale de Rudy. La radiation solaire, fille bienfaisante du soleil, baisait ses joues, et le vertige était là qui guettait, mais n'osait s'approcher. Et les hirondelles de la maison de l'oncle, il n'y en avait pas moins de 7 nids, volaient vers lui, et les chèvres en chantant. Nous et lui et nous. Elles apportaient les salutations de la maison, même des 2 poules, les seuls animaux avec lesquels pourtant Rudy ne frayait pas. Si petit qu'il fût, il avait voyagé, et même fait une longue route pour un si petit montagnard. Il était né dans le canton du Valais, d'où on l'avait porté ici par-dessus les montagnes. Récemment, il avait été à pied au proche Tobar, qui ondule comme un voile d'argent en l'air devant le mont de la Vierge couverte de neige, d'une blancheur éblouissante. Et il avait été à Grindelwald, au grand glacier, mais c'était là une triste histoire, sa mère y avait trouvé la mort. C'est là, disait l'oncle, que la gaieté d'enfant du petit Rudy a disparu. Lorsque l'enfant n'avait pas encore 1 an, il riait plus qu'il ne pleurait, avait écrit sa mère. Mais depuis le moment où il avait été dans la crevasse de glace, son humeur était devenue tout autre. L'oncle ne parlait d'ailleurs guère de cela, mais sur toute la montagne, on était au courant. Le père de Rudy, autant que nous le sachions, avait été postillon. Le grand chien de la maison l'avait toujours accompagné sur la route du Simplon jusqu'au lac de Genève. Dans la vallée du Rhône, dans le canton du Valais, habitait encore la famille paternelle de Rudy. Son oncle paternel était un habile chasseur de chamois et un guide bien connu. Rudy n'avait qu'1 an lorsqu'il perdit son père, et sa mère désirait rentrer avec son petit enfant dans sa famille de l'Oberland bernois. Son père habitait à quelques heures de Grindelwald. Il sculptait du bois et gagnait ainsi sa vie. En juin, la mère, portant son petit enfant, s'en fut à pied, en compagnie de 2 chasseurs de chamois, par la Gemmi, pour atteindre Grindelwald. On avait déjà parcouru la plus grande partie du chemin. On était arrivé au plus haut du champ de neige, d'où elle pouvait voir la vallée de son pays natal, avec toutes les maisons disséminées qu'elle connaissait. On n'avait plus que la peine de traverser le sommet de l'un des plus grands glaciers. La neige s'étendait, fraîchement tombée, et cachait une crevasse, qui ne descendait pas jusqu'au fond profond où l'eau mugissait, mais qui était plus profonde qu'une hauteur d'homme. La jeune femme qui portait son enfant y tomba et disparut. On n'entendit pas un cri, pas un soupir, mais on entendit pleurer le petit enfant. Il se passa plus d'1 heure avant que les 2 compagnons fussent descendus jusqu'à la maison la plus voisine et eussent rapporté des cordes et des perches qui pourraient être de quelque secours, et à grand-peine ils sortirent de la crevasse de glace, semblait-il, 2 cadavres. Tous les moyens furent employés, et l'on réussit à ramener l'enfant à la vie, mais non la mère. Et ainsi le vieux grand-père eut chez lui un petit-fils, au lieu d'une fille, cet enfant qui riait plus qu'il ne pleurait. Mais il parut alors s'être déshabitué du rire, un changement qui était sans doute survenu dans la fente du glacier, dans ce froid, étrange monde de glace,
où les âmes des damnés sont enfermées jusqu'au jour du jugement, comme le croit le paysan suisse. Non sans ressemblance avec le torrent glacé qui mugit, charriant des blocs de verre vert, s'étend le glacier. Les grandes masses de glace amoncelées les unes sur les autres. Tout au fond gronde le flot qui emporte glace et neige fondue. Des trous, des crevasses énormes s'y creusent. C'est un merveilleux palais de verre. Et c'est là qu'habite la Vierge de la glace, la reine du glacier. Elle tue, elle broie, et elle est à la fois une fille de l'air et la puissante souveraine du fleuve. C'est pourquoi elle est capable de monter avec l'agilité du chamois à la plus haute cime de la montagne de neige, où les plus audacieux escaladeurs doivent se tailler des marches dans la neige. Elle s'envole sur une mince branche de sapin, descend au fleuve tumultueux, y saute de rochers en rochers, tandis que voltigent autour d'elle sa longue chevelure blanc de neige et sa robe bleu-vert, qui brille comme l'eau des profonds lacs suisses. Broyer, fortement saisir, à moi la puissance, dit-elle. On m'a volé un charmant garçon à qui j'avais donné un baiser, mais pas un baiser mortel. Il est de nouveau parmi les hommes, il garde les chèvres sur la montagne, il grimpe toujours plus haut, loin des autres, non, loin de moi. Il est à moi, j'irai le prendre. Et elle pria le vertige de faire sa commission. Cet été, dans la verdure où pousse la menthe crépue, il faisait trop chaud pour la Vierge des glaces, et le vertige monta et se tapit. Il en vint un, il en vint trois. Le vertige a beaucoup de frères, tout un troupeau. Et la Vierge des glaces choisit le plus fort des nombreux frères qui agissent dans les bâtiments et dans la nature. Il siège sur la rampe de l'escalier et sur le garde-fou de la tour. Il court comme un écureuil le long du bord du rocher. Ils sautent en dedans. Ils battent l'air des pieds comme le nageur bat l'eau. Et ils attirent leurs victimes dans le vide et le précipice. Le vertige et la Vierge des glaces, tous deux saisissent les hommes comme le poulpe saisit tout ce qui remue autour de lui. Oui, saisis-le-moi, dit le vertige. Moi je ne peux pas. Le chat ce misérable lui a enseigné ses tours. Cet enfant d'homme a en lui une force qui me rebute. Je ne peux pas atteindre ce bambin quand il s'accroche à la branche au-dessus de l'abîme, et j'ai beau le chatouiller sous la plante des pieds ou le faire plonger dans l'air, je ne peux pas. Nous le pouvons, dit la Vierge des glaces. Toi ou moi. Non, non, résonna comme un écho de cloche d'église dans la montagne. Mais c'était un chant, c'était de la parole, c'était un chœur d'autres esprits de la nature, unis, doux, aimables et bons. C'étaient les filles des rayons de soleil. Elles campent tous les soirs en cercle sur les cimes des monts, déploient leurs ailes colorées de rose, qui brillent, de plus en plus roses à mesure que le soleil baisse. Les hautes Alpes flamboient. Les hommes appellent cela la flambée des Alpes. Lorsque le soleil se couche, elles montent au sommet, sur la neige blanche, dorment là jusqu'au lever du soleil et reparaissent alors. Elles aiment surtout les fleurs, les papillons et les hommes, et parmi ceux-ci, elles avaient particulièrement élu le petit Rudy. « Vous ne le prendrez pas, vous ne le prendrez pas, dirent-elles. J'en ai pris de plus grands et de plus forts, dit la Vierge des glaces. Et les filles du soleil chantèrent une chanson sur le voyageur qui eut son manteau arraché par un tourbillon de vent et emporté d'un vol impétueux. Le vent emporta le manteau, mais non l'homme. Lui, vous pouvez le saisir, vous, enfant de la force, mais non le tenir. Il est plus fort, a l'esprit plus subtil que nous-mêmes. Il monte plus haut que le soleil, notre père. Il a le mot magique qui soumet vent et eau. Il les oblige à le servir et lui obéir. Vous détachez le lourd poids qui le gêne, et il monte plus haut. Ainsi résonnait le chœur à voix de cloche. Et tous les matins, les rayons du soleil luisaient à travers l'unique petite fenêtre de la maison de l'oncle, jusque sur l'enfant qui dormait. Les filles des rayons du soleil le baisaient, elles voulaient fondre, réchauffer, faire le jour disparaître les baisers que la Vierge royale des glaciers lui avait donnés lorsqu'il gisait, au bras de sa mère, dans la profonde crevasse de glace, d'où il avait été sauvé comme par miracle. Chapitre 2. Changement de foyer. Et Rudy avait maintenant 8 ans. Son oncle paternel de la vallée du Rhône, de l'autre côté des montagnes, voulait prendre l'enfant chez lui. Il pourrait mieux s'y instruire et faire son chemin.
C'est ce que comprit le grand-père, qui ne le retint donc pas. Rudy allait partir. Il devait dire adieu à d'autres que son grand-père. Il y avait d'abord Ayola, le vieux chien. Ton père était postillon, et j'étais chien de poste, dit Ayola. Nous avons monté et descendu. Je connais les chiens et les hommes aussi, de l'autre côté des montagnes. Parler beaucoup n'était pas mon habitude, mais maintenant que nous n'aurons sans doute pas longtemps à causer ensemble, je parlerai un peu plus que de coutume. Je te raconterai une histoire que j'ai longtemps remâchée. Je ne peux la comprendre, et tu ne le peux pas non plus, mais peu importe, car j'en ai tiré ceci, que tout n'est pas, en ce monde, très équitablement partagé, ni pour les chiens, ni pour les hommes. Tout le monde n'est pas fait pour être couché sur des genoux, ou boire du lait à la cuillère. Je n'y ai pas été habitué, mais j'ai vu un jeune chien voyager en voiture de poste, où il avait place d'homme. La dame, qui était sa patronne, ou le monsieur, autre patron, avait emporté une bouteille de lait, dont elle lui donnait. Il eut du biscuit, mais ne daigna pas le manger, le flaira seulement, et alors elle le mangea elle-même. Je courais dans la boue à côté de la voiture, affamé comme un chien peut l'être. Je remâchais mes propres idées. Ceci n'était pas juste. Mais il y a tant de choses qui ne le sont pas. Puisses-tu monter sur les genoux et voyager en carrosse, mais on ne peut pas arranger ça soi-même. Je ne l'ai pas pu, ni en aboyant ni en bâillant. Tel fut le discours d'Ayola. Rudy le prit par le cou et l'embrassa sur son museau humide, puis il prit le chat dans ses bras. Mais le chat se fâcha. « Tu es trop fort pour moi, et contre toi je ne veux pas me servir de mes griffes. Grimpe par-dessus les montagnes. Je t'ai appris à grimper. Ne crois jamais que tu tomberas, et tu te tiendras bien. » Et le chat s'enfuit, car il ne voulait pas montrer à Rudy que ses yeux brillaient de chagrin. Les poules couraient sur le plancher. L'une avait perdu sa queue. Un voyageur qui se prétendait chasseur lui avait coupé la queue d'un coup de fusil, ayant pris la poule pour un oiseau de proie. « Rudy va passer les montagnes, dit une des poules. Il court toujours, dit l'autre. Et je n'aime pas les adieux. Et elles s'en allèrent toutes deux trottinant. Rudy fit aussi ses adieux aux chèvres, et elles crièrent. « Tu nous emmènes? Mais... » C'était bien triste. Deux guides habiles du village allaient justement traverser les montagnes. Ils voulaient descendre de l'autre côté de la Gémie. Rudy les accompagna, et à pied. Ce fut une rude marche pour un si petit gamin, mais il était vigoureux et avait le courage qui ne se lassait jamais. Les hirondelles le suivirent un bout de chemin. « Nous et lui et nous !» chantait-elle. Le chemin traversait la tumultueuse Lutschine, qui jaillit par de nombreux petits torrents de la gorge noire du glacier de Grindelwald. Des troncs d'arbres arrachés et des rochers brisés servent ici de pont. Ils étaient dans l'Aunay et commençaient l'ascension de la montagne, tout près de l'endroit où le glacier s'était détaché de son flanc, puis ils avancèrent sur le glacier par-dessus des blocs de glace ou en les contournant. Rudy marchait un peu. Ses yeux rayonnaient de plaisir, et il allait, avec ses souliers de montagne ferrés, d'un pas ferme, comme s'il voulait laisser la trace de son passage. La bordure de terre noire que le torrent de montagne avait déversée sur le glacier donnait à celui-ci une apparence calcifiée, mais la glace bleu-vert, avec son éclat de verre, brillait quand même au travers. Il fallait contourner les petits étangs resserrés entre des tassements de blocs de glace, et pendant cette marche, on arriva près d'une grosse pierre branlante au bord d'une faille de glace. La pierre perdit son équilibre, tomba, roula, et l'écho gronda du fond des profonds couloirs intérieurs du glacier. On montait toujours. Le glacier lui-même s'étendait en hauteur, comme une des masses de glace accumulées en désordre, resserrées entre les rochers escarpés. Rudy pensa un instant à ce qu'on lui avait raconté, qu'il était resté avec sa mère au fond d'un de ces trous qui exhalent le froid. Mais de telles idées furent bientôt dissipées. Ce fut pour lui comme une autre histoire parmi toutes celles qu'il avait entendues. Parfois, lorsque les hommes pensaient que le petit garçon avait trop de peine à monter, ils lui tendaient la main, mais il n'était pas fatigué, et sur le verglas il se tenait ferme comme un chamois. Ils arrivèrent sur un sol rocheux, puis parmi des pierres, sans pelouse verte. C'était toujours varié, toujours nouveau. Tout autour se dressaient des montagnes de neige, celles dont, comme tous les enfants ici, ils connaissent les noms.
la Vierge, le moine et l'Aigueur. Rudy n'était jamais monté si haut, jamais il n'avait foulé la vaste mer de neige. Elle s'étendait avec ses vagues immobiles, d'où le vent soufflait quelques flocons, de même qu'il souffle l'écume des vagues de la mer. Les glaciers se tiennent, pour ainsi dire, par la main. Chacun est un palais de verre pour la Vierge des glaces, dont le pouvoir et la volonté sont de prendre et d'ensevelir. Le soleil était chaud, la neige était éblouissante, et comme parsemée de lueurs de diamants bleu-blanc étincelantes. D'innombrables insectes, surtout des papillons et des abeilles, gisaient morts sur la neige. Ils s'étaient risqués trop loin, ou bien le vent les avait emportés, et ils avaient expiré dans ce froid. Au Wetterhorn était accroché, comme une touffe de laine finement cardée, un nuage menaçant. Il s'affaissa, vidé de son contenu, un fun terrible dans sa violence quand il se déchaîne. Les impressions de cette marche, le gîte de nuit là-haut et le chemin au-delà, les profondes gorges de montagne, où l'eau pendant des temps d'une durée vertigineuse pour la pensée a scié les blocs de pierre, se gravèrent inoubliablement dans la mémoire de Rudy. Une construction en pierre abandonnée de l'autre côté de la mer de neige donna un abri pour la nuit. On y trouva du charbon de bois et des branches de sapin. Le feu fut bientôt allumé, le couchage disposé le mieux que l'on put. Les hommes s'assirent près du feu, fumèrent leur tabac et burent la boisson chaude et forte préparée par eux-mêmes. Rudy en eut sa part, et l'on parla des êtres mystérieux du pays alpestre, des étranges serpents monstres des lacs profonds, des êtres nocturnes, de l'armée des fantômes qui portaient le dormeur par les airs jusqu'à la merveilleuse ville qui flotte, Venise, du berger sauvage qui menait ses moutons noirs au pacage. Si l'on n'avait pas vu ces moutons, du moins avait-on entendu le son de leurs clochettes et les bêlements sinistres du troupeau. Rudy écoutait avec curiosité, mais sans aucune frayeur. Il ne connaissait pas la crainte, et comme il écoutait, il crut percevoir un sourd rugissement spectral. Oui, ce fut de plus en plus net. Les hommes l'entendirent aussi, cessèrent de parler, et dirent à Rudy de ne pas dormir. C'était un fœhn qui soufflait, ce violent vent de tempête qui se jette des montagnes sur la vallée, et qui, dans sa violence, casse les arbres comme s'ils étaient des roseaux, déplace les maisons en poutres d'un bord à l'autre du torrent, comme nous déplaçons des pièces d'échecs. Une heure avait passé quand les hommes dirent à Rudy que c'était fini, et qu'il pouvait dormir, et, fatigué par la marche, il dormit comme au commandement. Le matin, de bonne heure, ils se mirent en route. Le soleil éclaira ce jour-là pour Rudy de nouvelles montagnes, de nouveaux glaciers et des champs de neige. Ils avaient pénétré dans le Valais et se trouvaient de l'autre côté de la chaîne que l'on voyait de Grindelwald, mais encore loin du nouveau foyer. D'autres gorges de montagnes, d'autres pacages, forêts et sentiers de montagne se déroulaient, d'autres maisons, d'autres gens se montraient. Mais quels gens il vit! Des avortons, des visages sinistres, gras, jaunâtres, une vilaine enflure au cou, pendant comme une pioche. C'étaient des crétins. Ils se traînaient, malades, et regardaient les étrangers avec des yeux bêtes. Les femmes avaient l'air le plus effroyable. Étaient-ce là les gens du nouveau foyer? Chapitre 3. L'oncle paternel. Dans la maison de son oncle paternel, où arriva Rudy, les gens, Dieu merci, étaient tels qu'il était habitué à les voir. Un seul crétin était là, un pauvre petit idiot, une de ces misérables créatures qui, dans leur pauvreté et leur abandon, circulent toujours, au Valais, dans les familles, et restent 2 mois dans chaque maison. Le pauvre Saperli se trouvait là quand Rudy arriva. L'oncle était encore un vigoureux chasseur. Il savait de plus faire des tonneaux. Sa femme, petite personne vive, avait presque une tête d'oiseau, des yeux d'aigle et un long cou tout duveté. Tout était nouveau pour Rudy, costume, usage, même la langue, mais son oreille enfantine allait bientôt lui apprendre le nouveau langage. On paraissait ici dans l'aisance, par comparaison avec la maison de l'oncle maternel. La salle où l'on se tenait était plus grande, les murs ornés de cornes de chamois et de fusils bien fourbis. Au-dessus de la porte était accrochée l'image de la Mère de Dieu. De fraîches roses des Alpes et une lampe allumée était placée devant.
L'oncle paternel était donc un des plus habiles chasseurs de chamois de la région, et aussi le meilleur guide et le plus exercé. Rudy allait devenir l'enfant gâté de la maison. Il est vrai qu'il y en avait déjà un. C'était un vieux chien de chasse aveugle, sourd, qui ne pouvait plus servir, mais qui avait été bon. On se souvenait de son habileté passée, et c'est pourquoi il faisait partie de la famille et devait avoir du bon temps. Rudy caressa le chien, mais celui-ci ne se souciait pas des étrangers, et Rudy l'était encore, mais ne le resta pas longtemps. Il ne tarda pas à prendre racine dans la maison comme dans les cœurs. On est pas mal ici dans le Valais, dit l'oncle. Nous avons des chamois. Leur espèce ne s'éteindra pas aussi vite que celle des bouquetins. On est beaucoup mieux ici qu'autrefois. On a beau tant dire à l'honneur du temps passé, le nôtre est tout de même meilleur. Le cul-de-sac a crevé, un courant d'air a pénétré dans notre vallée fermée. Un mieux se produit toujours lorsque tombe ce qui est décrépit. Ainsi parlait l'oncle, et lorsqu'il était tout à fait bavard, il racontait ses années d'enfance, et remontait aux plus belles années de son père, à l'époque où le Valais, comme il disait, était un cul-de-sac avec trop de malades, les lamentables crétins. Mais les soldats français sont venus. Ils ont été les vrais médecins. Ils ont tout de suite tué la maladie, et les gens avec. Ils savaient se battre, les Français. Ils savaient se battre de bien des façons, et les filles savaient aussi se battre. Sur quoi l'oncle faisait un signe de tête à sa femme, française de naissance, et riait. Les Français savent battre les pierres et les réduire en morceaux. Ils ont battu les rochers pour en faire sur le Simplon une route telle que l'on peut dire aujourd'hui à un enfant de 3 ans. Va-t'en en Italie, tu n'as qu'à suivre la grande route. Et l'oncle chantait une chanson française et criait bravo pour Napoléon Bonaparte. Rudy entendit alors pour la première fois parler de la France et de Lyon, la grande ville sur le Rhône où l'oncle avait été. Au bout de peu d'années, Rudy allait sans doute devenir un adroit chasseur de chamois. Il avait des dispositions, disait l'oncle, qui lui apprit à tenir un fusil, viser et tirer. Il l'emmena dans la montagne pendant la saison de la chasse, lui fit boire le sang de chamois chaud qui préserve le chasseur du vertige. Il lui apprit à reconnaître le moment où, sur les diverses pentes des montagnes, les avalanches rouleraient, vers midi ou vers le soir, suivant l'effet qu'y produisaient les rayons du soleil. Il lui apprit à bien observer les chamois, et à savoir d'eux comment on saute de façon à tomber sur ses jambes, en ferme équilibre. Et si dans la gorge de montagne il n'y avait pas de base pour les pieds, il fallait chercher à se soutenir avec les coudes, s'agripper à l'aide des muscles de la cuisse et du mollet. Même le cou pouvait avoir solide prise au besoin. Les chamois étaient malins, plaçaient leurs sentinelles, mais il faut que le chasseur soit plus malin, qu'il évite leur flair. L'oncle savait les tromper. Il accrochait sa veste et son chapeau à son alpenstock, et le chamois prenait le costume pour l'homme. L'oncle usa de ce tour, un jour qu'il était à la chasse avec Rudy. Le sentier de montagne était étroit. Il y en avait même presque pas, ce n'était qu'une mince corniche, tout au bord du vertigineux abîme. La neige y était à demi fondue. La pierre s'émiettait quand on marchait dessus. Aussi l'oncle s'étendait-il par terre, et avançait en rampant. Toute pierre qui se brisait tombait, butait, bondissait et roulait de nouveau. Elle faisait de nombreux sauts de roc en roc, avant de rester immobile dans le trou profond. À 100 pas derrière, Rudy se tenait sur l'extrême avancée du rocher, et il vit en l'air arriver en planant au-dessus de l'oncle un énorme gypaète, qui allait, d'un coup d'aile, jeter ce ver rampant dans le précipice pour en faire une charogne. L'oncle n'avait d'yeux que pour le chamois, qui était en vue avec son chevreau de l'autre côté de la gorge. Rudy suivit des yeux l'oiseau, comprit son intention, et mit la main sur son fusil, prêt à tirer. À ce moment, le chamois bondit, l'oncle tira, et l'animal fut atteint par la balle mortelle. Mais le chevreau s'enfuit, comme s'il eût été averti et exercé par toute une vie de fuite et de péril. L'affreux oiseau changea d'allure, effrayé par le coup. L'oncle ignorait qu'il eût été en danger. Il la prit par Rudy. Comme ils rentraient ensuite chez eux, de très bonne humeur, l'oncle sifflant une chanson de son enfance, un bruit singulier, soudain, se fit entendre non loin. Ils regardèrent autour d'eux, ils regardèrent en l'air.
Sur la pente, la masse de neige se soulevait, ondoyait, comme lorsque le vent court sous un drap étendu. Les sommets des vagues se brisaient comme des plaques de marbre qui se cassent, et se résolvaient en eaux écumantes et jaillissantes, grondant comme un sourd roulement de tonnerre. C'était une avalanche qui se précipitait, non pas sur Rudy et son oncle, mais près, trop près d'eux. « Tiens-toi bien, Rudy !» cria l'oncle. « Tiens-toi bien, de toutes tes forces !» Et Rudy serra le tronc d'arbre tout près de lui. L'oncle grimpa au-dessus de lui dans les branches de l'arbre, et s'y tint solidement, pendant que l'avalanche roulait à bien des toises d'eux. Mais l'ouragan de vent, les coups de tempête qui en résultaient, cassaient et abattaient çà et là les arbres et les arbustes comme des roseaux secs, et les jetaient au loin. Rudy était pressé contre terre. Le tronc d'arbre qui l'entourait de ses bras fut comme scié, la cime lancée à bonne distance. Là, parmi les branches brisées, gisait l'oncle, la tête fracassée. Sa main était encore chaude, mais la figure méconnaissable. Rudy restait là, pâle et tremblant. C'était la première peur de sa vie, le premier moment d'effroi qu'il connaissait. Avec l'annonce de la mort, il arriva tard, le soir, à la maison qui devenait maison de deuil. La veuve demeura muette, sans larmes. Ce fut seulement lorsque le corps fut rapporté que sa douleur éclata. Le pauvre crétin grimpa dans son lit, on ne le vit pas de toute la journée. Vers le soir, il vint trouver Rudy. « Écris une lettre pour moi. Saperli ne sait pas écrire. Saperli peut porter une lettre à la poste. »« Une lettre de toi ?» demanda Rudy. « Et à qui ?»« Au Seigneur Christ. »« Qui veux-tu dire par là ?» Et le demi-idiot qu'on appelait le crétin regarda Rudy avec des yeux touchants, joignit les mains et dit d'un ton solennel et pieux : « Jésus-Christ, Saperli veut lui donner une lettre, demander que Saperli soit mort et non le patron de la maison. » Et Rudy lui serra la main. « Cette lettre n'arrivera pas là-bas. La lettre ne nous le rendra pas. » Il était difficile à Rudy de lui expliquer cette impossibilité. « C'est toi maintenant le soutien de la maison, » dit la veuve, et Rudy le devint en effet. Chapitre 4. Qui est le meilleur chasseur du Valais? Les chamois le savaient bien. « Méfie-toi de Rudy, disait-il. »« Qui est le plus beau chasseur ? Oh, c'est Rudy, disaient les filles. » Mais elles ne disaient pas « Méfie-toi de Rudy ». Même les mères sérieuses ne le disaient pas, car il les saluait de la tête aussi aimablement que les jeunes filles. Il était intrépide et gai. Ses joues étaient brunes, ses dents blanches et ses yeux noirs de charbon. C'était un beau garçon, et il n'avait que 20 ans. L'eau glacée ne lui faisait pas froid quand il nageait. Il savait se retourner dans l'eau comme un poisson, grimper comme personne, et coller contre un mur de roc aussi solidement que l'escargot. Il avait de bons muscles et de bons nerfs. Il le montrait aussi au saut, qu'il avait appris du chat d'abord, et des chamois ensuite. Le meilleur guide à qui se confier, c'était Rudy. Avec cela, il aurait pu amasser toute une fortune. Le métier de tonnelier, que son oncle lui avait appris aussi, ne lui disait rien. Son plaisir et son goût étaient de tirer des chamois. Cela aussi rapportait de l'argent. Rudy était un bon parti, comme on disait, pourvu qu'il ne visât pas au-dessus de sa condition. Il était à la danse un danseur dont rêvaient les filles, et même en plein jour, telle ou telle pensait à lui. « Il m'a embrassée en dansant, dit Annette, la fille de l'instituteur, à sa plus chère amie. Mais elle n'aurait pas dû le dire, même à sa plus chère amie. Ces confidences-là ne sont pas faciles à garder. C'est comme du sable dans un sac troué. Ça se répand vite. Bientôt, si honnête et convenable que fut Rudy, on sut qu'il embrassait en dansant. Et pourtant, il n'avait pas du tout embrassé celle qu'il aurait préférée. « Guette-moi celui-là, dit un vieux chasseur. Il a embrassé Annette. Il a commencé par la lettre A. Il embrassera tout l'alphabet. » Un baiser en dansant. C'était jusqu'ici tout ce que les cancans pouvaient rapporter sur Rudy. Mais il avait embrassé Annette, et elle n'était pas du tout la fleur de son cœur. Dans le bas pays, à Bex, parmi les grands noyers, tout près d'un petit torrent de montagne impétueux, habitait le riche meunier. La maison d'habitation était un grand bâtiment à 3 étages,
avec des tourelles couvertes en bardeaux et garnies de plaques de tôle qui brillaient au soleil et au clair de lune. La plus haute tourelle portait comme girouette une flèche éclatante qui traversait une pomme. C'était pour rappeler le coup de flèche de Tell. Le moulin avait un air d'aisance et d'élégance. Il se laissait dessiner et décrire. Mais la fille du meunier ne se laissait pas dessiner et décrire. Du moins Rudy l'aurait dit. Et pourtant elle portait son dessin dans son cœur, où elle avait des yeux si ardents que ce cœur en était incendié. Cela s'était produit tout soudain, comme naissent tous les incendies, et le plus curieux était que la fille du meunier, la jolie Babette, n'en avait aucune idée, elle et Rudy n'ayant jamais échangé seulement 2 mots. Le meunier était riche, d'où il résultait que Babette, haut placée, ne pouvait pas être aisément atteinte. Mais personne ne siège si haut, se disait Rudy, qu'on ne puisse l'atteindre. Il faut grimper, et l'on ne tombe pas quand on ne croit pas à la chute. C'est une maxime qu'il tenait de son pays. Or, il se trouva que Rudy eut une course à faire à Bex. C'était tout un voyage. Le chemin de fer n'était pas encore achevé. Depuis le glacier du Rhône, au pied du Simplon, s'étend, entre des montagnes nombreuses et diverses, la large vallée du Valais, avec son puissant fleuve, le Rhône, qui parfois grossit et déborde dans les champs et les routes, détruisant tout. Entre les villes de Sion et de Saint-Maurice, la vallée s'incurve et se plie comme un coude, et en aval de Saint-Maurice devient si étranglée qu'il y a seulement place pour le lit du fleuve et l'étroite route de voitures. Une vieille tour, sentinelle du canton de Valais, qui s'arrête là, se dresse sur le flanc de la montagne et regarde, par-dessus le pont de pierre, la douane, de l'autre côté. C'est là que commence le canton de Vaud, et la ville la plus proche, non loin de là, est Bex. À chaque pas que l'on fait ici, tout n'est qu'abondance et prospérité. On est dans un jardin de châtaigniers et de noyers. Ça et là paraissent des cyprès et des grenadiers. Il fait une chaleur méridionale, comme si l'on était en Italie. Rudy atteignit Bex, fit sa course, regarda autour de lui, mais il ne vit pas un garçon du moulin. Encore bien moins Babette, ce qui n'arrangeait pas ses affaires. Le soir vint, l'air était chargé des parfums du thym sauvage et des tilleuls en fleurs. Une sorte de voile brillant, bleu de ciel, couvrait les vertes montagnes boisées. Un silence régnait, qui n'était pas celui du sommeil, ni de la mort. C'était comme si toute la nature se fût retenue de respirer, comme si elle eût posé pour être photographiée, avec le ciel comme fond. Ça et là, entre les arbres, au long du champ vert, des mâts s'élevaient qui portaient le fil télégraphique de la vallée paisible. En haut de l'un d'eux s'inclinait un objet tellement immobile que l'on eût dit un bout de bois détaché du mât. Mais c'était Rudy qui se tenait immobile, autant que tout son entourage à ce moment. Il ne dormait pas, il n'était pas mort, mais de même que souvent les grands événements du monde, les faits essentiels de la vie des particuliers, passent dans le fil télégraphique, sans que le fil l'indique par aucun tremblement ni murmure. De même passaient à travers Rudy des fortes pensées, écrasantes, le bonheur de sa vie, sa pensée désormais permanente. Son regard était fixé sur un point aperçu à travers le feuillage, une lumière dans le salon du meunier. Rudy se tenait tellement immobile qu'on aurait cru qu'il visait un chamois. Mais à ce moment il était lui-même tel qu'un chamois, qui peut rester pendant des minutes comme s'il était taillé dans le roc. Et soudain, pour peu qu'une pierre roule, bondit et part en courant. Et c'est précisément ce que fit Rudy. Ce fut une idée qui roula. Ne jamais désespérer, dit-il. Aller au moulin. Bonsoir au meunier, bonsoir à Babette. On ne tombe pas, quand on ne croit pas qu'on tombera. Il faut tout de même que Babette me voie, si je dois être son mari. Et Rudy rit, se sentit de bonne humeur, et alla au moulin. Il savait ce qu'il voulait. Il voulait avoir Babette. Le fleuve jaunâtre coulait en bouillonnant. Des saules et des tilleuls se penchaient sur l'eau rapide. Rudy prit le sentier, et comme le dit la vieille chanson enfantine, « Chez le meunier, mais où il n'y avait personne, seulement un petit minet. » Le chat du salon était sur le perron. Il fit le gros dos et dit miaou. Mais Rudy négligea cette parole. Il frappa. Nul n'entendit, nul n'ouvrit. Miaou, dit le chat. Si Rudy avait été petit, il aurait compris le langage des bêtes et entendu que le chat disait
Il n'y a personne. Il dut aller au moulin et s'informer. Il y apprit que le patron était en voyage bien loin, dans la ville d'Interlaken, Interlacus, entre les lacs, ainsi que l'instituteur, père d'Annette, l'avait expliqué le savant homme. C'est là si loin qu'était le meunier, et Babette avec lui. Un grand concours de tir devait y commencer le lendemain, et durer 8 jours pleins. Les Suisses de tous les cantons allemands s'y rendaient. Pauvre Rudy, pouvait-on dire, il n'était pas venu à Bex au moment le plus favorable, il pouvait s'en retourner. Et c'est ce qu'il fit. Il prit le chemin, par Saint-Maurice et Sion, de sa vallée et de ses montagnes. Mais il n'était pas découragé. Lorsque le soleil se leva le lendemain matin, il était depuis longtemps de fort bonne humeur. Il n'avait jamais été abattu. Babette est à Interlaken, à plusieurs journées de voyage d'ici, se dit-il. La route est longue pour y aller, si l'on prend le grand chemin, mais pas tellement longue si l'on coupe par les montagnes, et c'est précisément ce qui convient à un chasseur de chamois. J'ai déjà suivi cette voie. C'est là-bas qu'est mon village, où j'étais enfant, chez mon oncle maternel, et ils ont un concours de tir à Interlaken. Là, je serai le premier, et je le serai aussi avec Babette, quand j'aurai d'abord fait sa connaissance. Avec son sac léger contenant son habit du dimanche, son fusil et sa gibecière, Rudy grimpa dans la montagne, prit le raccourci qui était tout de même assez long, mais le concours ne commençait que ce jour-là, et durait plus d'une semaine. Pendant tout ce temps, le meunier et Babette, avait-on dit, resteraient chez leurs parents à Interlaken. Rudy passa sur la Gemmi, il voulait descendre vers Grindelwald. Bien en forme et gai, il s'avançait dans l'air de montagne pure, léger et fortifiant. La vallée s'abaissait, la vue s'étendait. Ici une Nîmes neigeuse, là une autre, et bientôt la blanche, brillante chaîne des Alpes. Rudy connaissait chaque montagne de neige. Il se dirigeait vers le Schreckhorn, qui dressait haut dans l'air bleu son doigt de pierre poudré de blanc. Il fut enfin sur l'arête. Les herbages inclinaient vers les vallées de son village. L'air était léger, il se sentait à l'aise. Abondance de fleurs et de verdure dans la montagne et la vallée. Il avait le cœur plein de l'idée de la jeunesse. On ne vieillit pas, jamais on ne mourra, vivre, agir, jouir. Il était libre comme l'oiseau, léger comme l'oiseau. Et les hirondelles passaient et chantaient comme au temps de son enfance. Nous et lui et nous. Tout était joie et sort. En bas s'étendait la prairie vert de velours, parsemée de brunes maisons de bois. La Lutschine bruissait et grondait. Il vit le glacier avec ses blocs de verre vert, dans la neige sale, les profondes crevasses, le glacier du haut et celui du bas. Les cloches sonnaient à l'église et semblaient vouloir lui apporter la bienvenue. Son cœur battit plus fort, s'élargit au point que Babette, un instant, y disparut, tant ce cœur était grand, plein de souvenirs. Il s'était tenu avec les autres enfants au bord du fossé pour vendre des maisons en bois découpé. Là-haut, derrière les sapins, était encore la maison de l'oncle maternel, mais des étrangers l'habitaient. Des enfants accoururent sur la route, ils voulaient vendre quelque chose. L'un d'eux tendit une rose des Alpes. Rudy la prit comme un bon présage, en pensant à Babette. Bientôt il s'en fut en bas sur le pont, à l'endroit où les deux Lutschines se séparaient. Les arbres à feuillage devenaient plus nombreux, les noyers donnaient de l'ombre. Puis il vit voltiger le drapeau, la croix blanche sur la toile rouge, comme l'ont le Suisse et le Danois, et devant lui était Interlaken. C'était certes une ville superbe plus qu'aucune autre, trouvait Rudy. Une ville suisse en toilette du dimanche. Elle n'était pas, comme les autres villes, faite d'une quantité de grandes maisons de pierre, lourdes, étrangères et distinguées. Non, ici on aurait dit que les maisons de bois de la haute montagne étaient descendues dans la vallée, auprès du fleuve clair au courant si rapide, et s'étaient rangées, l'une avançant un peu, l'autre en retrait, pour former des rues. Et la plus magnifique de toutes les rues, oh, comme elle avait grandi depuis la dernière fois que Rudy, enfant, était venu là, elle semblait devoir l'existence à toutes les jolies maisons de bois que son oncle maternel avait taillées, dont l'armoire, chez lui, était remplie, et qui se seraient alignées ici et auraient gagné taille et force comme les plus vieux châtaigniers. Chaque maison était un hôtel, comme on disait, avec boiseries sculptées autour des fenêtres et des balcons, avec des toits en saillie, coquets et gracieux, et devant chaque maison tout un jardin allant jusqu'à la large route macadamisée.
Les maisons longeaient cette route, mais d'un seul côté, sans quoi elles auraient caché la fraîche prairie verte en face, où les vaches portaient des cloches qui sonnaient comme dans les hautes paccages des Alpes. La prairie était entourée de montagnes qui, dans le milieu, s'écartaient, comme pour que l'on pût voir la montagne neigeuse d'une blancheur éclatante, la Vierge, celle de toutes les montagnes de Suisse qui a les formes les plus charmantes. Quelle foule de messieurs et de dames élégants venus des pays étrangers, quel grouillement de paysans des différents cantons. Les tireurs portaient leur numéro de tir sur une couronne autour du chapeau. Il y avait musique et chant, orgues de barbarie et instruments à vent, cris et vacarmes, maisons et ponts ornés de strophes et d'emblèmes, étendards et drapeaux voltigeaient, les fusils crépitaient coup sur coup, c'était la meilleure musique pour les oreilles de Rudy. Au milieu de tout cela, il oubliait complètement Babette, pour laquelle il était venu. Les tireurs s'avancèrent pour le tir à la cible. Rudy fut vite parmi eux, et le plus adroit, le plus heureux. Toujours il touchait au milieu du noir. Qui donc est ce chasseur étranger si jeune demandait-on. Il parle le français comme on le parle dans le Valais, et il se fait aussi clairement comprendre dans notre allemand, disaient quelques personnes. Il paraît qu'enfant il a vécu ici dans la région, près de Grindelwald, dit l'une d'elles, mieux informée. Le gaillard était animé, ses yeux brillaient, son regard et son bras étaient assurés. C'est pourquoi il frappait au centre. La chance encourage, et Rudy avait toujours du courage. Il eut bientôt tout un cercle d'amis autour de lui. On lui rendait honneur et hommage. Babette était presque complètement sortie de sa pensée. Alors une lourde main s'abattit sur son épaule, et une voix rude l'interpella en français. « Vous êtes du Valais ?» Rudy se retourna et vit une figure rouge, joviale, un individu corpulent. C'était le riche meunier de Bex. Il cachait de son large corps la fine et mignonnette Babette, qui ne tarda pourtant pas à le regarder à la dérobée de ses yeux sombres et rayonnants. Le riche meunier se prévalut de ce que c'était un chasseur de son canton qui tirait les meilleurs coups, et à qui l'on faisait honneur. Rudy avait vraiment de la chance. L'objet même de son départ et de sa marche, presque oublié ici, venait le trouver. Lorsque, loin de chez soi, on rencontre des gens de son pays, on se connaît, on cause ensemble. Rudy, à la fête de tir, était le premier, de même que le meunier chez lui à Bex était le premier pour son argent et son bon moulin. Et les deux hommes se serrèrent la main, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Babette aussi serra cordialement la main de Rudy, et il rendit la pression et regarda la jeune fille, qui en devint toute rouge. Le meunier raconta quel long voyage ils avaient fait pour venir ici. Toutes les grandes villes qu'ils avaient vues, c'était un véritable voyage. Ils avaient navigué en vapeur, roulé en chemin de fer et en voiture de poste. « J'ai pris le chemin plus court, dit Rudy. J'ai été à pied par les montagnes. Il n'y a pas de chemin si haut qu'on ne puisse y passer. » Mais aussi s'y casser le cou, dit le meunier. Et vous avez bien l'air d'être homme à vous casser un jour le cou, téméraire comme vous l'êtes. On ne tombe pas quand on ne croit pas qu'on tombera, dit Rudy. La famille du meunier à Interlaken, chez qui Babette et le meunier étaient en visite, invita Rudy à venir la voir, puisqu'il était du même canton que leur cousin. L'invitation était bonne pour Rudy, il avait de la chance, comme l'a toujours celui qui compte sur lui-même et se rappelle que Dieu nous donne les noix, mais il ne les casse pas pour nous. Et Rudy se trouva comme en famille chez les parents du meunier, et l'on but en l'honneur du meilleur tireur, et Babette trinqua aussi, et Rudy remercia. Vers le soir, ils se promenèrent tous sur la route qui longe les hôtels élégants, sous les vieux noyers, et il y avait une telle foule, on était si serrés, que Rudy dut offrir le bras à Babette. Il était bien content d'avoir rencontré des personnes de Vaud, dit-il. Vaud et le Valais étaient de bons cantons voisins. Il exprima sa joie de façon si bien sentie que Babette trouva qu'elle devait lui serrer la main pour cela. Ils marchaient presque comme de vieilles connaissances. Et elle fut amusante, la charmante fille. Ça lui allait si bien trouver Rudy de signaler ce qu'il y avait de ridicule et d'excessif dans les costumes des dames étrangères et leur manière de marcher. Et ce n'était pas du tout pour se moquer, car elles pouvaient être des personnes tout à fait honnêtes, et même gentilles et agréables. Babette le savait bien. Elle avait une marraine qui était une dame anglaise très distinguée,
Elle était à Bex, il y a de cela 18 ans, au moment du baptême de Babette. Elle avait donné à Babette la belle épingle qu'elle portait sur la poitrine. 2 fois la marraine avait écrit des lettres, et cette année, ils auraient dû la rencontrer ici, à Interlaken, avec ses filles, qui étaient de vieilles filles de presque 30 ans, disait Babette, qui n'en avait que 18. La jolie petite bouche ne se taisait pas un instant, et tout ce que disait Babette paraissait à Rudy de la plus haute importance, et à son tour il raconta ce qu'il avait à raconter, combien il avait été souvent à Bex, comme il connaissait bien le moulin, et comme il avait vu souvent Babette. Mais elle n'avait jamais fait attention à lui, naturellement, et lorsqu'il était venu au moulin de nouveau l'autre jour, avec bien des idées dont il ne pouvait pas parler, elle et son père étaient absents, partis bien loin, mais tout de même pas si loin qu'on ne pût grimper par-dessus le mur qui allongeait la route. Oui, il dit cela, et il en dit davantage. Il dit combien elle lui plaisait, et que c'était pour elle, et non pour le concours de tir qu'il était venu. Babette resta muette. Le poids de cette confidence était presque trop lourd. Et pendant qu'il marchait, le soleil s'abaissa derrière le haut mur de montagne. La Vierge se dressa dans sa splendeur, entourée de la couronne de forêts vertes des montagnes, plus proches. La foule des gens restait immobile à regarder. Rudy et Babette aussi complétèrent ce spectacle. Nulle part ce n'est plus beau qu'ici, dit Babette. Nulle part, dit Rudy. Et il regarda Babette. Il faut que je m'en aille demain, dit-il un peu après. Venez nous voir à Bex, chuchota Babette. Ça fera plaisir à mon père. Chapitre 5. Le retour. Oh, quel poids Rudy avait à porter le lendemain lorsqu'il rentra chez lui par-dessus les hautes montagnes. Oui, il avait 3 coupes d'argent, 2 superbes fusils et une cafetière d'argent. Celle-ci pouvait servir quand on se mettrait en ménage. Ce n'était pas là ce qui pesait le plus. Il portait un poids plus lourd, plus important, mais ce poids le soutenait sur le chemin du retour. Cependant, le temps était froid, gris, pluvieux et lourd. Les nuages s'abaissaient comme un voile de deuil sur les montagnes et enveloppaient les cimes brillantes. Du fond des forêts résonna le dernier coup de hache, et sur le flanc de la montagne roulèrent des troncs d'arbres, simples baguettes à les voir de si haut, mais presque grands comme des mains. La Lutchine avait son grondement monotone, le vent sifflait, les nuages voguaient. Aux côtés de Rudy, soudain marcha une jeune fille, qu'il n'avait pas remarquée avant qu'elle fût tout près de lui. Elle aussi voulait traverser la montagne. Ses yeux avaient un éclat particulier. Ils attiraient, avec leur étrange clarté de verre, leur profondeur infinie. « As-tu un fiancé » demanda Rudy. Son esprit était plein de l'idée d'avoir une fiancée. « Je n'en ai pas, dit-elle, et elle rit. Mais il ne semblait pas qu'elle dît vrai. Ne prenons pas un détour, continua-t-elle. Nous devons incliner à gauche, c'est plus court. Oui, pour tomber dans un trou de glace, dit Rudy. Tu ne connais pas mieux le chemin et tu veux être guide? Je connais le chemin précisément, dit-elle, et j'ai l'esprit bien présent. Le tien va sans doute à la vallée. Ici, on doit penser à la Vierge des Glaces. Elle n'aime pas l'espèce humaine, dit-on. Je ne la crains pas, dit Rudy. Elle a dû me laisser échapper quand j'étais enfant. Je lui échapperai bien, maintenant que je suis plus âgé. Et l'obscurité augmenta, la pluie tomba, la neige vient, elle éclaira, elle éblouit. Tends-moi la main, dit la fille, je t'aiderai à monter. Et elle le toucha de ses doigts glacés. Toi, m'aider, dit Rudy. Je n'ai pas encore eu besoin de l'aide d'une femme pour grimper. Et il marcha plus vite et s'éloigna d'elle. La bourrasque de neige l'entourait comme d'un rideau, le vent sifflait, et il entendit derrière lui la fille rire et chanter. Le ton était singulier. C'était sans doute une sorcière au service de la Vierge des Glaces. Rudy avait entendu parler de cela, lorsqu'il avait gîté une nuit étant petit dans sa marche pour passer les montagnes. La neige tomba moins dense, le nuage était au-dessous de lui. Il regarda en arrière. Il ne vit plus personne, mais il entendit rire et chanter à la tyrolienne, et cela ne semblait pas provenir d'un être humain. Lorsque Rudy atteignit enfin la crête de la chaîne, où le sentier de montagne descend vers la vallée du Rhône, il aperçut dans la bande claire d'herbe bleue,
en direction de Chamonix, 2 étoiles qui étincelaient, et il pensa à Babette, à lui-même et à sa chance, et il en fut tout réconforté. Chapitre 6. Visite au moulin. C'est de la vaisselle de grande maison que tu apportes là, dit sa vieille mère adoptive, dont les étranges yeux d'aigle lancèrent des éclairs. Elle remua son maigre cou encore plus vite, en torsion bizarre. La chance t'accompagne, Rudy. Il faut que je t'embrasse, mon bon garçon. Et Rudy se laissa embrasser. Mais on pouvait voir à sa figure qu'il en prenait son parti, comme des petits ennuis domestiques. Comme tu es beau, Rudy, dit la vieille femme. Ne m'en fais pas accroître, dit Rudy en riant. Cela lui faisait tout de même plaisir. Je le répète, dit la vieille femme, la chance t'accompagne. Oui, en cela je te crois, dit-il, et il pensait à Babette. Jamais encore il n'avait tant désiré descendre la vallée. Ils doivent être rentrés chez eux, se disait-il à lui-même. Voilà déjà 2 jours qu'ils doivent être arrivés. Il faut que j'aille à Bex. Et Rudy s'en fut à Bex, et le meunier était chez lui. Rudy fut bien accueilli et reçut les compliments des cousins d'Interlaken. Babette ne parla guère, elle était devenue très muette, mais ses yeux parlaient, et cela suffisait parfaitement à Rudy. Le meunier, qui d'habitude prenait volontiers la parole, habitué qu'il était à ce que l'on rit de ses plaisanteries et de ses jeux de mots, car il était le riche meunier, parut préférer entendre les récits de Rudy sur les aventures de chasse, les peines et les dangers que rencontrent les chasseurs de chamois sur les hautes cimes, où il faut ramper le long des corniches neigeuses peu sûres que le vent et l'air calent au bord du mont Rocheux, et sur les ponts hasardeux jetés par les rafales de neige au-dessus des précipices profonds. Rudy avait l'air intrépide, ses yeux brillaient en racontant la vie du chasseur, la malice et les bonds audacieux du chamois, le violent fun et les avalanches. Il voyait bien qu'à chaque description nouvelle, il faisait davantage la conquête du meunier, et à qui plaisaient surtout les histoires sur le gypaète et l'audacieux aigle royal. Non loin de là, dans le Valais, se trouvait un nid d'aigle très ingénieusement bâti sous une bordure de rocs en surplomb. Il y avait là-haut un petit, que l'on ne prendrait pas. Un Anglais, quelques jours auparavant, avait offert à Rudy toute une poignée d'or s'il lui ramenait le petit vivant. Mais il y a des limites à tout, dit-il. L'aiglon n'est pas à prendre, ce serait folie de s'engager à ça. Et le vin coula, et les paroles aussi. Mais la soirée fut trop courte, au goût de Rudy, bien qu'il fût plus de minuit lorsqu'il sortit de cette première visite au moulin. Les lumières brillèrent encore un court moment par la fenêtre. Entre les branches vertes, de la petite porte ouverte sur le toit arriva le chat du salon, et le chat de la cuisine vint le long de la gouttière. « Sais-tu la nouvelle » dit le chat du salon. « Il y a des fiançailles tacites dans la maison. Le patron n'en sait rien encore. Rudy et Babette ont chacun posé les pattes sur celle de l'autre toute la soirée sous la table. Ils ont posé la patte sur moi 2 fois, mais je n'ai pas miaulé, ça aurait réveillé l'attention. » J'ai miaulé tout de même, dit le chat de la cuisine. Ce qui est convenable à la cuisine n'est pas convenable au salon, dit le chat de salon. Je voudrais savoir maintenant ce que dira le meunier quand il apprendra les fiançailles. Ce que dirait le meunier, Rudy aurait bien voulu le savoir, mais il ne put pas attendre longtemps pour le savoir. Aussi, peu de jours après, lorsque l'omnibus roula sur le pont du Rhône entre Valais et Vaud, il amenait Rudy plein de courage, comme toujours, caressant l'idée d'une promesse de mariage, le soir même. Et le soir venu, quand l'omnibus fit le même chemin en sens inverse, Rudy était dedans, et au moulin le chat du salon courut dire les nouvelles. « Sais-tu ça, toi, chat de cuisine ? Le meunier sait tout maintenant. C'est drôle comme ça s'est terminé. Rudy est arrivé ici vers le soir, et lui et Babette avaient beaucoup à se dire et à chuchoter. Ils étaient dans le couloir juste devant la chambre du meunier. J'étais couché à leurs pieds, mais ils ne me voyaient pas et ne pensaient pas à moi. Je vais tout droit trouver ton père, dit Rudy. Il ne faut pas se cacher. Faut-il que je t'accompagne, dit Babette, ça te donnera du courage. Du courage, j'en ai, dit Rudy, mais si tu viens, il doit se montrer bienveillant, qu'il le veuille ou non. Et ils sont allés vers la chambre. Rudy m'a marché rudement sur la queue. Rudy est extrêmement maladroit. J'ai miaulé,
Mais ni lui ni Babette n'avaient d'oreilles pour m'entendre. Ils ouvrirent la porte et entrèrent tous les deux, moi devant, et j'ai sauté sur le dossier d'une chaise. Je ne pouvais pas savoir quel coup de patte Rudy allait lancer. Mais ce fut le meunier qui lança un coup de patte, et un bond. À la porte, Rudy. Qu'il grimpe en montagne chez les chamois. Il peut les viser, mais non notre petite Babette. Mais qu'a-t-il été dit demanda le chat de la cuisine. Dit? Il a été dit tout ce qu'ils disent quand ils font une demande en mariage. Je l'aime, et elle m'aime, et quand il y a de lait dans le seau pour l'un, il y en a pour deux. Mais elle est trop haut perchée pour toi, dit le meunier. Elle a un perchoir en or, tu le sais bien. Tu ne l'atteindras pas. Rien n'est perché trop haut. On atteint partout quand on le veut, dit Rudy, car il a du cran. Mais tu ne peux atteindre l'aiglon, tu l'as dit toi-même. Babette est plus haut perché. Je les prends tous deux, dit Rudy. Bon, je te la donnerai quand tu m'offriras l'aiglon vivant, dit le meunier, et il rit à en pleurer. Mais je te remercie de ta visite, Rudy. Tu peux revenir demain. Il n'y aura personne à la maison. Adieu, Rudy. Et Babette aussi dit adieu, aussi piteuse qu'un petit chat qui ne voit pas sa mère. Une parole, c'est une parole. Un homme, c'est un homme, dit Rudy. Je t'apporterai l'aiglon. Tu te casseras le cou, j'espère, et nous serons débarrassés de ta poursuite. Voilà ce que j'appelle un coup de patte. Rudy est parti maintenant, et Babette pleure, mais le meunier chante en allemand. Il l'a appris pendant le voyage. Je ne prendrai pas le deuil pour cela, ça ne sert à rien. C'est toujours au moins un air qu'on se donne, dit le chat de la cuisine. Chapitre 7. Le nid d'aigle. Sur le sentier de montagne résonnait gaiement le chant tyrolien. Cela indiquait bonne humeur et hardi courage. C'était Rudy qui se rendait chez son ami Vesinant. « Il faut que tu m'aides. Nous aurons Ragli avec nous. Je dois prendre l'aiglon là-haut, sur le bord du rocher. » « Ne prendras-tu pas d'abord les taches de la lune? C'est tout aussi facile, dit Vesinant. Tu es de bonne humeur. Oui, car je pense à me marier. Mais parlons sérieusement. Tu vas savoir où en sont mes affaires. Et aussitôt Vesinant et Ragli surent ce que voulait Rudy. Tu es un risque-tout, dirent-ils. Ça ne va pas. Tu te casseras le cou. On ne tombe pas quand on ne croit pas qu'on tombera, dit Rudy. Vers minuit, ils partirent avec des perches, des échelles et des cordes. Le chemin passait au milieu d'arbustes et de taillis, sur des pierres roulantes, montant, toujours dans la nuit sombre. L'eau bouillonnait en bas, l'eau gazouillait en haut. Des nuages de pluie nageaient dans l'air. Les chasseurs atteignirent le pied du roc escarpé. Là, il fit plus sombre. Les murs de roc se touchaient presque, et le ciel n'éclairait que tout en haut dans l'étroite fissure. Tout près, au-dessous d'eux, s'ouvrait un profond précipice avec de l'eau qui grondait. Ils s'assirent tous les trois en silence. Ils voulaient attendre l'aube, alors s'envolerait l'aigle, qu'il fallait d'abord tirer, avant que l'on pût penser à prendre l'aiglon. Rudy était accroupi, sans plus de mouvement que s'il avait été un morceau de la pierre sur laquelle il se trouvait. Il avait son fusil devant lui, prêt à tirer. Ses yeux ne quittaient pas l'ouverture supérieure, où le nid d'aigle était caché sous la roche en surplomb. Les trois chasseurs attendirent longtemps. Puis, au-dessus d'eux, il y eut un craquement et un frémissement. Une grande masse volante assombrit la bande de ciel. Deux canons de fusil visèrent au moment où la noire silhouette de l'aigle s'envola du nid. Un coup partit. Les ailes déployées s'agitèrent un instant, et l'oiseau descendit ensuite lentement, comme si, par sa taille et son envergure, il devait remplir toute la gorge et entraîner les chasseurs dans sa chute. L'aigle tomba dans le précipice. Des branches d'arbres et des arbustes craquaient, cassés par la chute de l'oiseau. On se mit alors activement à la besogne. Trois des plus longues échelles furent attachées ensemble. Elles devaient atteindre le haut. Elles furent posées à l'extrême point d'appui que fournissait le bord du précipice. Mais elles n'atteignaient pas le haut, et le flanc du rocher montait d'une bonne longueur au-delà, uni comme un mur, jusqu'à l'endroit où le nid était caché à l'abri de l'extrême saillie de la roche. Après quelques délibérations, on fut d'accord pour dire qu'il n'y avait rien de mieux à faire que de descendre dans la gorge par le haut, deux échelles attachées ensemble, et de les lier ensuite aux trois qui étaient déjà en place en bas. À grand-peine,
on traîna les 2 échelles tout en haut, et on les corda solidement. Elles furent poussées par-dessus le bord en saillie, et restèrent suspendues au-dessus de l'abîme. Rudy était déjà sur le premier échelon. C'était un matin glacial, la brume s'élevait du fond de la gorge noire. Rudy était là comme une mouche posée sur l'instable brin de paille qu'un oiseau a perdu au bord d'une haute cheminée d'usine en construisant son nid. Mais la mouche peut voler si la paille bascule. Rudy ne pouvait que se casser le cou. Le vent soufflait autour de lui, et dans le précipice grondaient les eaux rapides provenant de la fonte du glacier, palais de la Vierge des Glaces. Il fit balancer l'échelle, comme l'araignée qui, de son long fil balancé, veut atteindre son but, et lorsque, pour la 4e fois, il toucha l'extrémité des échelles qui montaient d'en bas, il eut prise sur elle, et d'une main sûre et vigoureuse, toutes les échelles furent assemblées, mais toujours ballottantes, comme si elles avaient eu des charnières usées. Elles avaient l'air d'un roseau agité par le vent, ces 5 longues échelles qui atteignaient le nid et se dressaient à pic contre le mur de roc. Pourtant, ce fut alors que se présenta le plus grand danger. Il s'agissait de grimper comme sait le faire le chat. Mais Rudy le savait aussi. Le chat le lui avait appris. Il n'éprouvait pas le vertige qui battait l'air derrière lui et tendait vers lui ses bras de poulpe. Il se tenait sur le dernier échelon et s'aperçut que là, il n'atteignait pas encore assez haut pour voir l'intérieur du nid, auquel sa main seulement parvenait. Il essaya la solidité des branches inférieures grosses entrelacées qui formaient la base du nid, et lorsqu'il se fut assuré d'une forte branche inébranlable, il s'élança de l'échelle vers la branche et eut la poitrine et la tête au-dessus du nid. Mais alors s'exhala vers lui une suffocante odeur de charogne. Agneaux, chamois et oiseaux étaient là déchiquetés. Le vertige, qui ne parvenait pas à le toucher, lui souffla au visage les vapeurs empoisonnées, afin de l'étourdir. Et en bas, dans le noir trou béant, se tenait sur l'eau tumultueuse la Vierge des Glaces, elle-même, avec ses longs cheveux verdâtres, braquant des yeux de mort comme 2 canons de fusil. « Maintenant, je te prends !» Dans un coin du nid d'aigle, Rudy vit coucher, grand et fort, l'aiglon qui ne savait pas encore voler. Rudy fixa les yeux sur lui, se tint de toute sa force d'une seule main et de l'autre main lança le lacet sur l'aiglon. L'oiseau fut pris vivant. Ses pattes étaient dans le nœud coulant, et Rudy jeta le lacet avec l'oiseau par-dessus son épaule, en sorte que l'animal pendit à une bonne distance en dessous de lui, en même temps qu'il attrapait solidement une corde de secours accrochée en haut, jusqu'au moment où le bout de son pied parvint au sommet de l'échelle. « Tiens-toi bien, ne crois pas que tu tomberas, et tu ne tomberas pas. » C'était la vieille doctrine, et il la suivit. Il se tint bien, grimpa, fut sûr de ne pas tomber, et ne tomba pas. Et un chant tyrolien retentit, vigoureux et gai. Rudy était sur le ferme sol du roc avec son aiglon. Chapitre 8. Les nouvelles que put raconter le chat du salon. Voilà ce que vous avez exigé, dit Rudy, qui entra chez le meunier de Bex et déposa sur le plancher un grand panier. Puis en ouvrit le couvercle, et 2 yeux jaunes, cerclés de noir, dardèrent leurs regards étincelants, furieux, bien faits pour fasciner. Le bec ouvert et fort s'ouvrait pour mordre. Le cou était rouge et duveté. « L'aiglon !» s'écria le meunier. Babette poussa un cri et sauta de côté, mais elle ne pouvait détacher ses yeux de Rudy ni de l'aiglon. « Tu n'as pas peur ?» dit le meunier. « Et vous tenez toujours votre parole, » dit Rudy, chacun son signe distinctif. « Mais pourquoi ne t'es-tu pas cassé le cou ?» demanda le meunier. « Parce que j'ai tenu ferme, » répondit Rudy, « et je continue. Je tiens ferme à Babette. »« Tâche de la voir d'abord, » dit le meunier en riant. Et Babette savait que ceci était un bon signe. « Sortons l'aiglon du panier, c'est effrayant de voir comme il vous regarde. Où l'as-tu attrapé ?» Et Rudy dut raconter, et le meunier ouvrit des yeux de plus en plus grands. « Avec ton courage et ta chance, tu as de quoi entretenir 3 femmes, dit le meunier. « Merci, merci, cria Rudy. Oh, tu n'as pas encore Babette ?
dit le meunier. Et en plaisantant, il frappa sur l'épaule du jeune chasseur des Alpes. Sais-tu la nouvelle du moulin demanda le chat du salon au chat de la cuisine. Rudy nous a apporté l'aiglon et prend Babette en échange. Ils se sont embrassés et l'ont laissé voir au père. Ce sont des fiançailles, autant dire. Le vieux n'a pas donné de coup de patte. Il a rentré ses griffes, a fait la sieste et a laissé les deux ronronner. Ils ont tant à se dire. Ils n'en auront pas fini à Noël. Ils n'eurent pas fini à Noël, en effet. Le vent fit tournoyer les feuilles brunies. La neige voltigea dans la vallée comme sur les hautes montagnes. La Vierge des Glaces siégea dans son palais, agrandi pendant l'hiver. Les flancs de rochers reçurent une couche de glace, et des glaçons épais d'une toise, lourds comme des éléphants, aux endroits où, pendant l'été, le torrent de montagne faisait flotter son ruban d'eau. Des guirlandes de cristaux de glace fantastiques brillaient sur les sapins poudrés de neige. La Vierge des Glaces chevauchait le vent mugissant au-dessus des plus profondes vallées. Le tapis de neige descendait jusqu'à Bex. On pouvait y venir et voir Rudy au coin du feu plus souvent qu'il n'en avait l'habitude. Il était chez Babette. Le mariage devait avoir lieu en été. Ils en avaient les oreilles rebattues, tant les amis en parlaient. Le soleil brillait, le plus exquis rose des Alpes rougissait, la gaie, la rieuse Babette, charmante comme le printemps proche, le printemps qui fait chanter à tous les oiseaux le temps de l'été, le jour des noces. Comment ces deux-là peuvent-ils être toujours collés aux oreilles l'un de l'autre? Dit le chat de salon. J'en ai assez de ces miaulements. Chapitre 9. La Vierge des Glaces. Le printemps avait déployé sa délectable guirlande verte de noyers et de châtaigniers, qui s'épanouissait surtout depuis le pont près de Saint-Maurice jusqu'au bord du lac de Genève, le long du Rhône qui s'élance avec véhémence de sa source au pied du glacier, du palais de glace où réside la Vierge des Glaces, d'où elle se fait porter par le vent aigre sur le plus haut champ de neige pour s'étendre, à la vive lumière du soleil, sur les cousins de flocons. C'est là qu'elle était, contemplant de son regard perçant les profondes vallées où les hommes s'agitaient comme des fourmis sur la pierre qu'éclaire le soleil. Force mentale, qui vous appelle enfant du soleil, dit la Vierge des Glaces, vous êtes des insectes, une boule de neige qui roule, et vos maisons et vos villes sont écrasées et supprimées. Et elle leva plus haut sa tête altière, et ses yeux qui lancent des éclairs de mort regardèrent au loin et en bas. Mais de la vallée montèrent un grondement, un éclatement de rocs. C'était l'œuvre des hommes, on construisait des voies et tunnels pour les chemins de fer. Jeu de taupe, dit-elle, ils creusent des galeries, et l'on entend comme des coups de fusil. Quand je déplace mes châteaux, le bruit est plus fort que le grondement du tonnerre. Dans la vallée monta une fumée qui s'avançait, comme un voile voltigeant, la crinière flottante de la locomotive qui, sur la voie récemment ouverte, tirait le train, ce serpent sinueux composé de wagons. Il volait comme la flèche. Elle joue au maître en bas les forces mentales, dit la Vierge des Glaces. Les forces de la nature sont tout de même souveraines. Et elle rit, elle chanta, et un grondement roula dans la vallée. Voilà une avalanche qui a roulé, dirent les gens. Mais les enfants du soleil chantèrent encore plus haut la pensée humaine souveraine, qui met la mer sous le joug, déplace les montagnes, comble les vallées. La pensée humaine qui est maîtresse des forces naturelles. À ce moment même, sur le champ de neige où se tenait la Vierge des Glaces, arriva un groupe de voyageurs. Ils s'étaient solidement attachés les uns les autres par des cordes, afin d'être comme un plus grand corps sur la surface de glace polie, près des précipices. « Rampez, dit-elle, vous, les maîtres de la force naturelle !» Et elle se détourna d'eux, pour regarder en bas, moqueuse, la vallée où le train passait. Les voilà, ces pensées. Elles sont à la merci des forces. Je les vois toutes. Il y en a une qui est assise, fière comme une reine, toute seule. Là, elles sont en masse compacte. La moitié d'entre elles, elles dorment. Et quand le dragon à vapeur s'arrête, elles sortent, marchent un peu. Les pensées sortent dans le monde. Et elle rit. Encore une avalanche, dit-on en bas dans la vallée. Elle ne nous atteindra pas, dirent deux voyageurs sur le dos du dragon à vapeur.
2 âmes et une seule pensée, comme on dit. C'étaient Rudy et Babette. Le meunier était aussi avec eux. Comme bagage, dit-il, je vous accompagne comme une nécessité. Ils sont là, ces deux, dit la Vierge des Glaces. J'ai écrasé bien des chamois, j'ai brisé des millions de roses des Alpes, sans laisser les racines. Je les arrache, les idées, les forces mentales. Et elle rit. Encore une avalanche, dirent les gens dans la vallée. Chapitre 10. La marraine. À Montreux, une des villes les plus proches qui, avec Clarens, Vernex et Crin, forment une guirlande autour de la partie nord-est du lac de Genève, habitait la marraine de Babette, la dame anglaise distinguée, avec ses filles et un jeune cousin. Ils s'y étaient installés depuis peu, mais le meunier leur avait déjà fait une visite, avait annoncé les fiançailles de Babette et parlé de Rudy et du nid d'aigle, du voyage à Interlaken, bref, raconté toute l'histoire, qui avait plu extrêmement, et fort prévenu la dame en faveur de Rudy et de Babette, et aussi du meunier. Ils ne devaient pas manquer de venir la voir tous les trois, et ils vinrent. Babette verrait sa marraine, et la marraine Babette. À Villeneuve, la petite ville au bord du lac de Genève, était le vapeur qui, en une demi-heure, arrive à Vernex, en bas de Montreux. C'est un des rivages chantés par les poètes. Ici, sous les noyers qui bordent le profond lac bleu-vert, Byron a écrit ses vers mélodieux sur le prisonnier du lugubre château de Roque, Chillon. À l'endroit où Clarence, avec ses saules pleureurs, se mire dans l'eau, Rousseau s'est promené, rêvant d'Héloïse. Le Rhône coule au pied des hautes montagnes couvertes de neige de la Savoie. Non loin de son embouchure dans le lac se trouve une petite île, si petite que, de la côte, elle semble un bateau. C'est un rocher qu'une dame, il y a 100 ans, a fait entourer d'une digue de pierre et gardir de terre, pour y planter 3 acacias, qui aujourd'hui ombragent l'île entière. Babette fut ravie de ce petit coin, le plus charmant à son avis, de toute la traversée. C'est là qu'on devrait aller. Il fallait y aller. C'était sûrement délicieux d'être là, disait-elle. Mais le vapeur passa et s'arrêta, comme il devait, à Vernex. Le petit groupe monta de là entre les murs blancs, éclairés par le soleil, qui entourent les vignobles situés en avant de la petite ville de montagne, Montreux, où les figuiers donnent de l'ombre à la maison du paysan, et les lauriers et les cyprès poussent dans les jardins. À mi-hauteur était la pension où demeurait la marraine. La réception fut très cordiale. La marraine était une grande femme aimable au visage rond et souriant. Elle avait eu, enfant, une vraie tête d'ange de Raphaël, mais c'était maintenant une vieille tête d'ange, entourée de boucles de cheveux blancs d'argent. Ses filles étaient coquettes, élégantes, grandes, minces. Le jeune cousin, qui était vêtu de blanc des pieds à la tête, avait des cheveux dorés et des collerettes dorées, si grandes que 3 gentlemen auraient pu se les partager, se montra tout de suite très empressé auprès de la petite Babette. Des livres à belle reliure, des partitions et des dessins s'étalaient sur toute la table. La porte du balcon était ouverte sur la superbe nappe du lac, si tranquille et unie que les montagnes de Savoie, avec bourgs, forêts et cimes neigeuses, s'y réfléchissaient à l'envers. Rudy, qui d'habitude était toujours hardi, de belle humeur, intrépide, ne se sentit pas du tout à son aise, comme on le dit. Il se comporta comme s'il marchait sur des pois au milieu d'un parquet ciré. Comme le temps avait peine à s'écouler, il fallut se traîner sur ses jambes. On allait faire une promenade, et ce fut la même lenteur. Rudy devait faire 2 pas en avant et un en arrière pour se tenir au niveau des autres. Ils allèrent à Chillon, le vieux château lugubre sur l'îlot rocheux, pour voir le poteau de torture et les prisons de mort, les chaînes rouillées aux murs de roc, les grabats de pierre pour les condamnés à mort, les trappes où les malheureux étaient précipités et embrochés sur des pieux de fer au milieu des brisants. On trouvait amusant de regarder cela. C'était un lieu de supplice haussé par le chant de Byron jusqu'au monde de la poésie. Rudy sentit vivement le lieu de supplice. Il s'appuya au grand chambranle de pierre de la fenêtre, regarda en bas les profondes eaux bleu-vert et plus loin la petite île solitaire aux 3 acacias. C'est là qu'il aurait voulu être,
délivrée du babil de cette société. Mais Babette se sentait très contente. Elle s'était extrêmement amusée, dit-elle ensuite. Elle trouvait le cousin parfait. Oui, parfait badaud, dit Rudy. Et ce fut la première fois qu'un propos de Rudy ne plut pas à Babette. L'Anglais lui avait offert un petit livre en souvenir de Chillon. C'était le poème de Byron, Le prisonnier de Chillon, traduit en français, en sorte que Babette pouvait le lire. Il se peut que le livre soit bon, dit Rudy, mais le garçon si bien peigné qui te l'a donné ne me va pas du tout. Il avait l'air d'un sac de farine sans farine, dit le meunier en riant de son mot d'esprit. Rudy rit aussi, et trouva que c'était bien ça, et bien dit. Chapitre 11. Le cousin. Lorsque Rudy, 2 jours après, vint en visite au moulin, il y trouva le jeune Anglais. Babette lui servait justement des truites qu'elle avait elle-même garnies de persil pour leur donner bonne mine. Ce n'était pas du tout nécessaire. Que venait faire ici l'Anglais? Pourquoi était-il là? Pour se faire régaler et servir par Babette? Rudy était jaloux, ce qui amusa Babette. Elle avait plaisir à le voir sous tous les aspects de son cœur, les forts et les faibles. L'amour était encore un jeu, et elle jouait avec tout le cœur de Rudy. Et pourtant, il faut le dire, Rudy était son bonheur, la pensée de sa vie, ce qu'il y avait de meilleur et de plus parfait au monde. Mais plus il était sombre, plus elle avait les yeux rieurs. Elle aurait volontiers embrassé le blond anglais aux collerettes dorées, rien que pour voir Rudy décamper en colère, ce qui précisément montrerait combien il l'aimait. Ce n'était ni juste ni adroit de la part de la petite Babette, mais elle n'avait que 19 ans. Elle ne réfléchissait pas, songeait encore moins à la façon dont sa conduite pouvait être interprétée par le jeune Anglais, plus légèrement sans doute qu'il n'était convenable pour l'honnête fille du meunier récemment fiancée. À l'endroit où la route, en sortant de Bex, passe au-dessus du mont rocheux couvert de neige, qui, dans la langue du pays, s'appelle les Diablerets, était situé le moulin, non loin d'un tumultueux torrent de montagne, grisâtre comme de l'eau de savon fouetté. Ce torrent n'actionnait pas le moulin. Un torrent moins important de l'autre côté, jaillissant du rocher et grâce à un empierrement de son lit, s'élevait par sa force et sa vitesse pour courir ensuite dans un bassin fermé fait de poutres. Une large rigole au-dessus du fleuve rapide faisait tourner la roue du moulin. La rigole contenait tant d'eau qu'elle débordait et constituait un chemin mouillé, fort glissant pour celui qui pouvait avoir l'idée d'arriver par là plus vite au moulin. Et cette idée vint au jeune Anglais. Habillé de blanc comme un garçon meunier, il grimpa dans la soirée, guidé par la lumière qui brillait par la fenêtre de Babette. Il n'avait pas appris à grimper, et il fut sur le point de piquer une tête dans le torrent, mais put l'éviter au prix de manches mouillées et d'un pantalon tout éclaboussé. Il arriva trempé, couvert de boue, sous les fenêtres de Babette. Il grimpa dans le vieux tilleul, et là, imita le hibou, car il ne savait pas imiter le chant d'un autre oiseau. Babette l'entendit, et jeta un coup d'œil à travers le mince rideau, mais lorsqu'elle vit l'homme blanc, elle comprit qui c'était. Son petit cœur battit de crainte, mais aussi de colère. Elle éteignit vite la lumière, s'assura que les crémones fermaient bien, et laissa l'Anglais ululer. Ce serait terrible si Rudy était au moulin en ce moment. Mais Rudy n'était pas au moulin, non, c'était bien pis, il était en bas, dehors. On parlait fort, c'étaient des paroles de colère. Cela mènerait à une rixe, peut-être à un meurtre. Babette, épouvantée, ouvrit la fenêtre, appela Rudy par son nom, le pria de s'en aller. Elle ne voulait pas qu'il restât, dit-elle. « Tu ne veux pas que je reste » s'écria-t-il. « C'est donc un rendez-vous? Tu as tant de bons amis, meilleurs que moi? Honte à toi, Babette !»« C'est odieux, dit Babette, je te déteste. » Et elle pleura. « Va-t'en, va-t'en !»« Je n'ai pas mérité ça, dit-il. » Et il s'en alla, les joues en feu, le cœur en feu. Babette se jeta sur son lit et pleura. « Moi qui t'aime tant, Rudy, et tu peux penser tant de mal de moi. » Elle était en colère, très en colère, et c'était heureux pour elle, sans quoi elle aurait été profondément désolée. Elle put ainsi tomber de lassitude et dormir du sommeil fortifiant de la jeunesse. Chapitre 12. Puissance mauvaise.
Rudy quitta Bex, prit le chemin pour rentrer, monta dans les montagnes, vers l'air pur, rafraîchissant, où s'étend la neige, où règne la Vierge des glaces. Les arbres à feuillage étaient loin en bas. Ils avaient l'air de simples plants de pommes de terre. Sapins et arbustes devenaient plus petits. Les roses des Alpes poussaient près de la neige, étalées par endroits comme du linge blanchi sur l'herbe. Il vit une gentiane bleue, qu'il écrasa de la crosse de son fusil. Plus haut parurent deux chamois, les yeux de Rudy s'allumèrent, ses idées prirent un cours nouveau. Mais il n'était pas assez près pour être sûr de son coup. Il monta plus haut, où ne poussait qu'une herbe rêche entre les blocs de pierre. Les chamois se promenaient paisibles sur le champ de neige. Ils se hâtaient, pleins d'ardeur. Le brouillard descendait autour de lui, et soudain il se trouva devant le mur de roc escarpé. La pluie commençait à tomber à torrents. Il se sentit une soif brûlante, la tête en feu, et le froid dans le reste du corps. Il saisit sa gourde de chasse, mais elle était vide. Il n'y avait pas pensé lorsqu'il avait couru à la montagne. Jamais il n'avait été malade, mais à ce moment, il avait le sentiment de l'être. Il avait envie de se jeter par terre et de dormir. Mais l'eau coulait partout. Il tâcha de se ressaisir. Les objets tremblaient étrangement à sa vue, et lorsqu'il vit tout à coup ce qu'il n'avait jamais vu là auparavant, une maison basse récemment charpentée, qui s'appuyait contre le rocher, et à la porte se tenait une jeune fille. Il croyait que c'était Annette, la fille de l'instituteur qu'un jour il avait embrassée en dansant. Mais ce n'était pas Annette, et pourtant il l'avait vue déjà. Peut-être de Grindelwald, le soir où il rentrait chez lui du concours de tir d'Interlaken. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il. « Je suis chez moi, dit-elle. Je garde mon troupeau. »« Ton troupeau ? Où paît-il ? Il n'y a ici que neige et roc. »« Tu es bien informé, dit-elle en riant. Ici derrière, un peu plus bas, il y a un pacage délicieux. C'est là que vont mes chèvres. Je les garde bien. Je n'en perds pas une. Ce qui est à moi reste à moi. »« Tu es intrépide, dit Rudy. »« Toi aussi, répondit-elle. »« As-tu du lait ? Donne-moi. J'ai une soif intolérable. »« J'ai mieux que du lait, dit-elle. Tu vas voir ça. Des voyageurs sont venus hier avec leur guide. Ils ont oublié une demi-bouteille de vin. Tu n'en as jamais bu de pareil. Ils ne viendront pas le chercher. Je n'en bois pas. Bois-le, toi. » Et elle lui apporta le vin, le versa dans un bol de bois et le donna à Rudy. « Il est bon, dit-il. Jamais je n'ai bu vin aussi chaud, aussi brûlant. » Et ses yeux étincelèrent. Il s'anima. Une ardeur lui vint, comme si toutes les tristesses, tous les chagrins fussent évaporés. Sa vive nature bouillonnante s'agita en lui. « Mais c'est Annette, la fille de l'instituteur, s'écria-t-il. « Donne-moi un baiser. »« Oui, donne-moi la belle bague que tu as au doigt. Mon anneau de fiançailles. »« Justement, dit la fille. » Et elle versa du vin dans le bol et le porta aux lèvres de Rudy, qui but. Une joie de vivre lui courut dans le sang. Il lui semblait que le monde entier était à lui. Pourquoi se tourmenter ? Tout existe pour jouir et être heureux. Le fleuve de la vie, c'est le fleuve de la joie. Se laisser porter et entraîner par lui, c'est le bonheur. Il regarda la jeune fille, c'était Annette, et pourtant pas Annette. Encore moins le fantôme de Troll. Ainsi qu'il avait appelé la fille rencontrée près de Grindelwald. Celle d'ici était fraîche comme la neige qui vient de tomber, épanouie comme la rose des Alpes et légère comme un chevreau. Mais bien sortie de la côte d'Adam, un être humain comme Rudy. Elle l'entoura de ses bras, contempla ses yeux étrangement clairs. Cela ne dura qu'une seconde, et en cette seconde... Oui, expliquez cela, exprimez-le avec des mots. Était-ce la vie de l'esprit ou de la mort dont il était rempli? Fut-il soulevé plus haut ou s'enfonça-t-il dans le profond gouffre mortel, plus bas, toujours plus bas? Il vit les murs de glace comme du verre bleu-vert. Des gorges infinies béaient tout autour, de l'eau dégouttait, elle tintait comme un jeu de cloches, et avait une clarté de perles, des lueurs de flammes bleuâtres. La Vierge des glaces lui donna un baiser dont le froid glacial courut dans ses vertèbres et pénétra dans son cerveau. Il poussa un cri de douleur, se dégagea, vacilla et tomba. Ses yeux étaient clos, mais il les rouvrit. Les forces mauvaises avaient joué leur jeu. La fille des Alpes avait disparu. La cabane de refuge avait disparu. L'eau coulait sur le mur de roc nu. La neige s'étendait çà et là. Rudy tremblait de froid, trempé jusqu'aux os,
et sa bague avait disparu, l'anneau de fiançailles que Babette lui avait donné. Son fusil était près de lui, dans la neige, il le prit, voulut tirer, le coup manqua. Des nuages remplissaient la gorge comme des masses de neige ferme, le vertige était là, épiant sa proie débile, et au-dessous de lui résonnait dans le profond abîme comme la chute d'un bloc de rocher qui écrase et arrache tout ce qui voudrait l'arrêter. Et au moulin, Babette pleurait. Rudy était resté 6 jours sans venir, lui qui avait tort, qui aurait dû lui demander pardon, car elle l'aimait de tout son cœur. Chapitre 13. Dans la maison du meunier. C'est effrayant, la sottise des hommes, dit le chat du salon au chat de la cuisine. Voilà de nouveau tout rompu entre Babette et Rudy. Elle pleure, et sans doute ne pense-t-il plus à elle. Je n'aime pas ça, dit le chat de la cuisine. Moi non plus, dit le chat du salon. Mais je n'en prendrai pas le deuil. Babette peut se fiancer avec les côtelettes rouges. Elles n'ont d'ailleurs pas paru ici non plus depuis le soir où l'Anglais voulait monter sur le toit. Les forces mauvaises jouent leur jeu autour de nous et au-dedans de nous. Rudy l'avait éprouvé, il avait réfléchi. Que s'était-il passé autour de lui et en lui là-haut sur la montagne? Était-ce des visions ou un délire fiévreux? Jamais encore il n'avait connu fièvre ni maladie. Il s'était examiné lui-même tout en condamnant Babette. Il pensait à la chasse infernale en son cœur, au fun violent qui venait de s'y déchaîner. Pouvait-il avouer tout à Babette, toutes les pensées qui étaient en lui, et pouvaient, à l'heure de la tentation, devenir des actes? Il avait perdu son anneau de fiançailles, et précisément par cette perte elle l'avait reconquis. Pouvait-elle se confesser à lui? Il avait le sentiment que son cœur se brisait quand il pensait à elle. Tant de souvenirs lui venaient. Il la voyait toute vive, rieuse, espiègle comme un enfant. Des mots tendres, qu'elle lui avait dits dans la plénitude de son cœur, pénétraient comme un rayon de soleil dans sa poitrine, qui bientôt fut tout ensoleillée par Babette. Elle devait pouvoir se confesser à lui, et elle le ferait. Il se rendit au moulin. On en vint à la confession. Elle commença par un baiser. Elle aboutit à ceci, que Rudy était le coupable. Sa grande faute était d'avoir pu douter de la fidélité de Babette. C'était presque odieux de sa part. Une pareille méfiance, un pareil emportement pourrait causer leur malheur à tous deux. Oui, certainement. Aussi Babette lui tint-elle un petit sermon, dont elle-même fut contente, et qui lui seyait très bien. Tout de même, sur un point, Rudy avait raison. Le cousin de la marraine était un impertinent. Babette brûlerait le livre qu'il lui avait donné, et ne posséderait rien qui pût le rappeler à son souvenir. Voilà qui est terminé, dit le chat du salon. Rudy est de nouveau ici, ils s'entendent, et c'est le plus grand bonheur, disent-ils. Cette nuit, dit le chat de la cuisine, j'ai entendu les rats dire que le plus grand bonheur est de manger de la chandelle et d'avoir du lard rance en quantité. Qui faut-il croire? Les rats ou les fiancés? Ni les uns ni les autres, dit le chat du salon, c'est toujours le plus sûr. Le plus grand bonheur était proche pour Rudy et Babette. Ils avaient en perspective le plus beau jour, comme on l'appelle, le jour de la noce. Mais le mariage ne devait pas avoir lieu en l'église de Bex, ni dans la maison du meunier. La marraine voulait que la noce fût jetée chez elle, et que la bénédiction fût donnée dans la jolie petite église de Montreux. Le meunier insista pour que l'on satisfît à cette demande. Lui seul savait ce que la marraine destinait au nouveau fiancé. Il devait recevoir d'elle un cadeau de noces, qui valait bien cette petite complaisance. Le jour était fixé. Dès la veille au soir, on devait se rendre à Villeneuve, afin de prendre le matin le bateau pour Montreux, assez tôt pour que les filles de la marraine puissent habiller la mariée. Je pense qu'il y aura un second jour de noces ici dans la maison, dit le chat du salon. Autrement, je ne fais pas un miaou pour toute la fête. On va banqueter ici, dit le chat de la cuisine. Des canards sont saignés, des pigeons étouffés, et un animal entier est accroché au mur. L'eau m'en vient à la bouche de voir ça. Le voyage commence demain. Oui, demain. Ce soir-là, Rudy et Babette étaient pour la dernière fois au moulin comme fiancés. Au dehors, c'était l'illumination des cimes. Les cloches du soir sonnaient. Les filles des rayons de soleil chantaient. Tout va bien. Chapitre 14. Apparition dans la nuit. Le soleil était couché.
Les nuages descendaient dans la vallée du Rhône entre les hautes montagnes. Le vent soufflait du sud, un vent d'Afrique au pied des hautes Alpes, un fœhn qui déchirait les nuages, et quand le vent fut passé, il y eut un moment de calme complet. Les nuages déchiquetés étaient accrochés en forme fantastique parmi les montagnes boisées qui dominent le fleuve rapide. Ils formaient des figures, telles que les êtres marins du monde primitif, les aigles qui planent dans l'air et les grenouilles qui sautent dans les marais. Les nuages descendirent sur les eaux tumultueuses, naviguèrent sur elles, mais au-dessus, dans l'air. Le fleuve charriait un sapin arraché avec ses racines. Des tourbillons tournoyaient devant. C'était le vertige, multiple, qui tournait en cercle sur le fleuve mugissant. La lune brillait sur la neige des cimes, sur les sombres forêts et sur les étranges nuages blancs. Vision nocturne, esprit des forces de la nature. Le paysan montagnard les voyait à travers la vitre. Les visions flottaient en foule devant la Vierge des Glaces. Elles arrivaient du glacier, son château. Elles se tenaient sur ce vaisseau fragile, un sapin arraché. L'eau du glacier lui faisait descendre le courant jusqu'au lac. Les invités de la noce arrivent, chantaient et grondaient l'eau et l'air. Visions au dehors, visions au dedans. Babette eut un rêve singulier. Il lui sembla qu'elle était mariée avec Rudy, et cela depuis de nombreuses années. Il était à la chasse aux chamois, et elle était chez elle, et auprès d'elle était assis le jeune Anglais aux côtelettes dorées. Il avait des yeux ardents. Ses paroles avaient un pouvoir magique. Il lui tendit la main, et elle dut le suivre. Ils sortirent de la maison. Ils allèrent toujours en descendant. Et il semblait à Babette qu'elle avait un poids sur le cœur. Et ce poids devenait de plus en plus lourd. C'était un péché envers Rudy, un péché envers Dieu. Et soudain la voilà qui se trouve abandonnée, les vêtements déchirés par les épines, les cheveux gris. Dans sa douleur, elle regarde en l'air, elle aperçoit Rudy au bord du rocher. Elle tend les bras vers lui, mais n'ose pas appeler ou prier, ce qui d'ailleurs ne servirait à rien, car elle s'aperçoit bientôt que ce n'est pas lui, mais seulement sa veste de chasse et son chapeau accroché à l'apple stock, ainsi que les chasseurs les disposent pour tromper les chamois. Et avec une immense douleur, Babette se lamente. Oh, que ne suis-je pas morte le jour de mes noces, mon plus heureux jour. Seigneur mon Dieu, c'eût été une grâce, un vrai bonheur. Alors tout aurait été bien, c'est le mieux qui pût arriver à moi et à Rudy. Nul ne connaît son avenir. Et dans son chagrin fou, elle se précipita dans la profonde gorge de montagne. Une corde se brisa, un son lugubre retentit. Babette se réveilla, le rêve était fini, et même effacé. Mais elle savait qu'elle avait eu un rêve affreux, où il était question du jeune Anglais qu'elle n'avait pas vu depuis des mois, à qui elle n'avait pas pensé. Était-il à Montreux? Le verrait-elle au mariage? Une ombre légère glissa sur ses lèvres fines. Elle fronça les sourcils. Mais bientôt elle sourit. Ses yeux luirent, le soleil brillait dehors, et demain, elle et Rudy seraient mariés. Il était déjà au salon quand elle y descendit, et l'on partit bientôt pour Villeneuve. Ils étaient très heureux tous les deux, et aussi le meunier. Il riait, il était rayonnant de bonne humeur. C'était un bon père et une bonne âme. Chapitre 15. Fin. Ce n'était pas encore le soir lorsque les 3 joyeux voyageurs arrivèrent à Villeneuve et prirent leur repas. Le meunier s'assit dans un fauteuil avec sa pipe et fit un petit somme. Les jeunes fiancés, bras dessus, bras dessous, sortirent de la ville, suivant la route au pied des rochers où poussent des arbrisseaux et longeant le profond lac bleu-vert. Le sinistre Chillon réfléchissait ses murs gris et ses lourdes tours dans l'eau claire. La petite île aux 3 acacias était encore plus près. Elle avait l'air d'un bouquet sur le lac. « Ce doit être charmant d'être là, dit Babette. Elle avait de nouveau le plus vif désir d'y aller, et ce désir pouvait être tout de suite satisfait. Une barque était tirée sur le rivage. La corde qui la tenait était facile à défaire. On ne voyait personne à qui demander la permission, et on prit la barque sans autre façon. Rudy savait bien ramer. Les avirons eurent prise comme nageoire de poisson sur l'eau complaisante. Elle est docile et pourtant bien forte. Elle a bon dos pour porter, bonne bouche pour engloutir. Elle est gentiment souriante, la douceur même, et pourtant terrifiante et puissante dans la destruction. Un sillage écumant suivait la barque qui, en peu de minutes, parvint à l'île avec le couple, qui mit pied à terre.
Il n'avait là guère plus de place que pour une danse à deux. Rudy fit tournoyer Babette 2 ou 3 fois, puis ils s'assirent sur le petit banc, sous les acacias aux branches tombantes, se regardèrent dans les yeux, se tinrent par les mains, et tout rayonna autour d'eux dans la splendeur du soleil couchant. Les forêts de sapins sur les montagnes se teintèrent de rose lilas, tout à fait comme la bruyère en fleurs, et plus haut, où les arbres cessaient, la roche se montrait et s'embrasait comme si la montagne était transparente. Les nuages au ciel éclairaient comme un feu rouge, tout le lac était comme un frais pétale de rose. À mesure que les ombres s'élevaient sur les montagnes de Savoie couvertes de neige, celles-ci devenaient bleu-noir, mais les cimes brillaient comme la lave rouge. Elles renouvelaient un moment de la formation des montagnes, où ces masses incandescentes jaillissaient du sein de la terre et n'étaient pas encore éteintes. C'était une illumination des Alpes telle que Rudy et Babette ne croyaient pas en avoir encore jamais vu de pareille. La dent du Midi couverte de neige avait un éclat tel que celui de la pleine lune lorsque son disque monte au-dessus de l'horizon. « Quelle beauté, quel bonheur !» disaient-ils tous les deux. « La terre n'a rien de plus à me donner, dit Rudy. Une soirée comme celle-ci, c'est toute une vie. Combien de fois j'ai senti mon bonheur comme je le sens maintenant, et j'ai pensé, si tout finissait à ce moment, combien j'aurais tout de même vécu heureux. Que ce monde est splendide. » Et le jour s'achevait, mais un autre commençait, et je trouvais celui-là encore plus beau. Notre Seigneur est vraiment infiniment bon, Babette. Je suis heureuse, dit-elle. La terre n'a rien de plus à me donner, s'écria Rudy. Et les cloches du soir résonnèrent sur les monts de la Savoie et les monts de la Suisse. Vers l'ouest, le Jura noir-bleu se dressait avec un éclat d'or. Dieu te donne tout ce qu'il y a de mieux, s'écria Babette. Il le fera, dit Rudy. Demain je l'aurai. Demain tu seras tout à fait à moi, ma gentille petite femme. La barque, cria Babette en même temps. La barque qui devait les ramener s'était détachée et s'éloignait de l'île. Je vais la ramener, dit Rudy. Et il jeta sa veste, enleva ses chaussures, sauta dans le lac, et fit de vigoureuses brasses vers la barque. La claire eau bleu-vert venue du glacier était froide et profonde. Rudy regarda en bas, un seul coup d'œil, et il lui sembla voir rouler, briller et jouer un anneau d'or. Il pensa à sa bague de fiançailles perdue, et l'anneau grandit, s'élargit en un cercle étincelant, et dans ce cercle luisait le clair glacier. Des gorges infiniment profondes s'ouvraient çà et là, et l'eau ruisselait avec un tintement de cloches et des lueurs de flammes bleuâtres. Il vit en cet instant ce que nous devons dire en beaucoup de mots. De jeunes chasseurs et des jeunes filles, des hommes et des femmes, tombés autrefois dans les crevasses du glacier, étaient là debout, en chair et en os, les yeux ouverts et la bouche souriante, et profondément, au-dessous d'eux, sonnaient les cloches des églises de villes ensevelies. Les fidèles étaient à genoux sous la voûte de l'église. Des glaçons formaient les tuyaux d'orgue. Le torrent de montagne jouait de l'orgue. La Vierge des Glaces était assise sur le fond clair et transparent. Elle s'éleva vers Rudy, lui baisa les pieds, et un mortel frisson lui parcourut les membres, un choc électrique, feu et glace. On ne les distingue pas à ce bref contact. « À moi, à moi !» Ce cri retentit autour de lui et en lui. « Je t'ai embrassé quand tu étais petit, baisé sur la bouche. Maintenant je t'embrasse l'orteil et le talon. Tu es à moi tout entier. » Et il disparut dans la claire eau bleue. Tout était calme. Les cloches d'église cessèrent de sonner. Les dernières notes cessèrent avec l'éclat des nuages rouges. « Tu es à moi !» entendait-on dans les profondeurs. « Tu es à moi !» entendait-on en haut, dans l'infini. Qu'il est délicieux de s'envoler d'un amour à l'autre, de la terre au ciel. Une corde se rompit, un chant de deuil retentit, le baiser de mort triompha de ce qu'il était corruptible. Ce prélude s'achevait afin que le drame de la vie pût commencer, la dissonance se résoudre en harmonie. Appelez-vous cela une histoire triste? Pauvre Babette, pour elle, ce fut l'heure de l'angoisse. La barque dériva de plus en plus loin. Personne à terre ne savait que les fiancés étaient sur l'îlot. Le soir s'assombrit, les nuages descendirent, l'obscurité vint. Seule, désespérée, gémissante, elle restait là. Un temps affreux la menaçait. Des éclairs fusaient sur les monts du Jura, sur la Suisse et sur la Savoie, éclairs sur éclairs, grondements sur grondements, de tous les côtés. Les coups de tonnerre se superposaient durant plusieurs minutes. Les éclairs eurent bientôt l'éclat du soleil.
On pouvait voir chaque cep de vigne, comme en plein jour, et, aussitôt après, les ténèbres enveloppaient tout de nouveau. Les éclairs formaient des rubans, des entrelacs, des zigzags, tombaient çà et là sur le lac, luisaient de toutes parts, et le tonnerre s'accroissait du roulement de l'écho. À terre, on tirait les barques sur la berge. Tout ce qui était vivant cherchait un abri, et la pluie se mit à tomber à verse. « Où donc sont Rudy et Babette par cet affreux temps ?» dit le meunier. Babette avait les mains jointes, la tête sur les genoux. Elle était muette de douleur, criait et gémissait. « Au fond de l'eau, se disait-elle, il est au fond de l'eau, comme sous le glacier. » À sa pensée revenait ce que Rudy lui avait raconté de la mort de sa mère et de son propre salut, quand on l'avait sorti comme un cadavre du trou du glacier. « La Vierge des Glaces le tient de nouveau !» Et un éclair brilla, aussi éblouissant que l'éclat du soleil sur la neige blanche. Babette sursauta. Le lac, à ce moment, se souleva. La Vierge des Glaces était là, tel un étincelant glacier, majestueuse, bleu pâle, lumineuse, et à ses pieds gisait le cadavre de Rudy. « À moi !» dit-elle. Et de nouveau, tout autour, ténèbres et obscurité, pluie torrentielle. « Atroce !» gémit Babette. Pourquoi devait-il donc mourir au moment où arrivait le jour de notre bonheur? Dieu éclaire ma raison, illumine mon cœur. Je ne comprends pas les voies de ta toute-puissance et de ta sagesse. Je t'y suis à tâtons. Et Dieu illumina son cœur. Une lueur de pensée, un rayon de grâce, son rêve de la dernière nuit, jeta en elle un flot de lumière. Elle se rappela ce qu'elle avait dit, le souhait de ce qu'il y avait de mieux pour elle et pour Rudy. Malheur à moi! Était-ce la semence du péché en mon cœur? Mon rêve était-il un avenir dont le fil devait être coupé pour mon salut? Malheureuse! Elle se lamentait dans la nuit noire. Elle crut entendre encore dans le profond silence les paroles de Rudy, les derniers mots qu'il avait prononcés ici-bas. « La terre n'a plus de bonheur à me donner. » Dit dans la plénitude de la joie, il fut répété dans le déchirement de la douleur. 2 années ont passé. Le lac sourit, ses rives sourient. Les ceps portent des raisins superbes. Des vapeurs passent, drapeaux au vent. Des bateaux de plaisance, avec leurs 2 voiles déployées, volent comme des papillons blancs sur le miroir de l'eau. Le chemin de verre est ouvert au-delà de Chillon et remonte loin dans la vallée du Rhône. À chaque station descendent des étrangers, venus avec leurs guides reliés en rouge. Ils y lisent ce qu'ils ont à voir de curieux. Ils visitent Chillon, ils voient sur le lac la petite île aux 3 acacias, et lisent dans le livre l'histoire des fiancés qui, en 1856, un soir s'y rendirent. La mort du fiancé, et on n'entendit que le lendemain matin les cris désespérés de la fiancée. Mais le guide ne dit rien de la vie silencieuse de Babette chez son père, non pas au moulin, qu'habitent aujourd'hui des étrangers, mais dans la belle maison près du chemin de fer, où de la fenêtre, bien souvent, le soir, elle regarde par-dessus les châtaigniers les montagnes neigeuses, autrefois parcourues par Rudy. Elle voit au coucher du soleil l'illumination des Alpes. Les enfants du soleil campent là-haut et répètent la chanson du voyageur dont la bourrasque arracha et emporta le manteau, mais elle n'emporta pas l'homme. Il y a un éclat rose sur la neige des monts. Il y a un éclat rose dans tout cœur où cette pensée réside. Dieu agit au mieux pour nous. Mais cela ne nous est pas toujours manifesté comme cela le fut à Babette dans son rêve. Fin de la lecture du conte La Vierge des Glaces. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.